C'est parti. Hop, c'est parti. Voilà. Le micro est branché. On peut y aller. Bon, non, je ne vais pas l'emballer. Pas beaucoup de... Allez. Les infos, d'abord les infos, on est parti avec ça. Cours de taille, il y a eu lieu jeudi passé, le premier, le deuxième et dernier, c'est jeudi qui vient, de 17h30 à 19h30, avec cinéma. Donc 17h30, 19h30, avec projection et tout. On a tout plein de vedettes maintenant. Alors, non cours de taille, quelque chose à demander, non? Non, tout va bien? Bon, ben, voilà. Fête à retenir, fête du jardinage à Albec, le dimanche 7 août à partir de 14h. Donc tous les ans, on fait une fête du jardinage là-bas à Albec. Donc c'est à 4 km d'ici. C'est un jardin communautaire, il y a 6 ou 7 familles. On va fermer la porte. Merci. Ça, c'est Christophe là qui fait beaucoup de bruit. Hein. Ouais, il faut fermer la porte. Hein. Voilà. Il y a des femmes qui sont avec Christophe. Oui, il y a ça. Ils se font charrier. Il est un peu excité là. Ouais. Un peu excité. Allez. Donc la fête du jardinage. Donc vous invitez tous, c'est gratuit. Il y a de la musique. Donc c'est un jardin de 6500 mètres carrés, 6 ou 7 familles là, communautaires, fait en communauté. Chacun n'a pas sa parcelle, hein, c'est fait en commun. C'est beau. C'est un des genres de permaculture. Vous savez, permaculture, il y a chacun doit faire, hein, il n'y a pas un jardin qui est pareil, donc chacun doit débrouiller. C'est un des exemples qu'on peut faire. Mais c'est surtout, je pense, exemple, c'est un grand mot, mais j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin, pour les gens qui désirent faire ensemble, un jardin communautaire, travailler ensemble, là, je trouve qu'il ne devrait pas de modèle là-dessus parce que c'est magnifique. Ils travaillent tous ensemble. C'est d'une productivité, une production extraordinaire, aussi bien au niveau des fruits que des légumes que des bazars. Donc là, je trouve que c'est bien. Et en même temps, c'est beau. Hein, parce que souvent, c'est pas beau. C'est malheureux à dire, mais souvent, c'est genre maraîchage. Hein, là, c'est plutôt... Mais genre maraîchage, souvent, quand on passe même au maraîchage bio, c'est pas beau, je dis. Pas beau dans le sens qu'on a remplacé les engrais. On ne fait plus d'engrais ici, on ne fait plus de pesticides, plus rien. Mais c'est terne, c'est molle. Alors qu'en permaculture, il faut un jardin avec des arbres, avec tout. Il faut d'abord que ce soit beau. Quand on se bien dedans, que c'est beau à la vue, que c'est d'abord ça. Hein. Pour être en bonne santé, il faut d'abord un milieu agréable. Et je trouve que souvent le passage au machin, on a changé quelques trucs, mais ça reste monotone, tous les mêmes parcelles. Et ça, je trouve que même pour les gens qui y travaillent, c'est pas gai. Il vaut mieux travailler dans un... Et ça ne diminue pas la production, hein, qu'on fait. Là, là-bas, il faut voir. Il y a même... On l'a montré jeudi passé, il y a même des arbres qui s'écroulent sous le poids des fruits, alors qu'il n'y a aucun traitement de rien du tout, qui se mettent, qui se couchent tellement il y a des fruits dessus. Bon, on attend la cueillette des fruits, hein, et puis quand la cueillette des fruits est finie, on redresse, et puis voilà. Donc c'est incroyable comment on en est arrivé là, hein, des arbres qui se couchent, tellement il y a des fruits dessus. Voilà, c'est pour dire que c'est pas... C'est un mystère pour les professionnels qui mettent tout plein de produits, qui pensent que c'est absolument utile. Là, il n'y a rien eu. Ça fait 30 ans. Là-bas, et ici aussi, ici, ça fait 45 ans. Là-bas, ça fait 30 ans. Aucun engrais chimique, aucun pesticide, aucun herbicide, de rien du tout. Et de moins en moins de maladies, de moins en moins de trucs, et de plus en plus de production. Donc voilà, entre parenthèses, c'est ça. Donc, celui qui veut une fois voir, et en même temps, à Albec, là, c'est chacun ramène ce qu'il veut, boissons, à manger et tout. Et on partage tout, quoi. Donc c'est jusqu'au soir. Hein, donc, et entre deux, il y a de la musique, il y a tout plein de trucs. Bon. Donc c'est le 7 août, à 14h. Donc le matin, il y a réunion. Et donc celui qui vient de loin peut d'ailleurs aller là-bas, pique-niquer. Il ne doit pas attendre 14h, il peut aller là. C'est un beau coin. Oui. Alors, je ne peux pas oublier de dire... cours de jardinage, il n'y a pas de deuxième en juillet et août. Hein. Donc, en juillet et août, il y a uniquement le premier dimanche du mois. Hein. Donc, pas venir au deuxième. Voilà. Alors, les portes ouvertes. Je donne les infos, après on va passer au truc. Dimanche 21 août, à Moucron. Donc, de 10h à 18h. Donc, journée porte ouverte.
Donc c'est toute la ville de Moucron d'ailleurs qui fait, il y a une quinzaine de jardins communautaires à Moucron. Rien qu'à Moucron, une quinzaine de jardins communautaires. Et ils s'ouvrent tous ce jour-là, donc de 10h à 18h, et nous aussi. Donc on fait journée porte ouverte de 10h à 18h ce jour-là. Et à Albec, c'est le 4 septembre. Donc journée porte ouverte avec des guides, hein, avec des visites. Voilà. Et le parc de Le Noir, Oui. qui avait ça se trouve où maintenant? Ici, dans la rue? Ouais, ouais, Ah, ouais. il faut venir par ici parce que. Ah non, pas par ici, hein. Ouais, un petit peu plus loin. Plus loin, hein. À l'entrée des garages, là, où il y a des garages. Là, Ah oui, voilà. Ouais. ouais, Parce que j'allais dire par là, parce que Non, il y a. Ah non, non, CD, non, hein. non. Ensuite, il- Alors, la feuille des fournitures, Et attends, excuse-moi, Albert. Ouais. Gilbert, c'est de quelle heure à quelle heure à Albec, le 4 septembre? l'après-midi. Hein. L'après-midi? Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a toujours réunion du matin, et puis ouais, c'est l'après-midi. Là. C'est 14h, mais si tu veux aller pique-niquer du midi, tu peux y aller. Oui, non, Après mais le cours à ici. la porte ouverte aussi, le 4 septembre. Ah oui, non, oui, mais pardon. Ouais, 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 ouais. Donc, ouais. c'est au mois d'août. Non, oui, 4 septembre. Hein? Oui, oui. Enfin, pique-niquer, c'est au mois d'août. Oh, de Bergstraat. Mais le numéro, je ne sais pas. Ah ouais, ouais, ouais. C'est introuvable. Hein. On On va en parler. Bon. va faire le plan, là, il y a le plan pour y aller. C'est pas loin, c'est à 4 km, c'est pas loin, mais il faut le plan pour y aller. Ceux qui ont un GPS, ils peuvent mettre l'adresse. Ouais, ouais, ça, ils vont trouver, ouais. S'il n'y a pas de déviation et de travaux. Ce sera indiqué sur le blog. Hein. Et si vous avez un lac devant vous, arrêtez-vous. Il ne faut pas aller ce qu'il dit. Hein, arrêtez-vous et contournez. Alors. Il y en a qui sont déjà tombés dans les temps hein, Ah bon? en suivant leur GPS. Ah bon? Il faut quand même aussi réfléchir. Ouais, allez. Alors, les fournitures. Pour avoir les fournitures, c'est-à-dire terreau, anglais et tout les algues marines, la feuille, elle est sortie là, avec les dates et les prix et tout ça. Et pour les fruitiers aussi. Donc la feuille, elle est là, la feuille de commande, elle est là avec les dates et tout. Donc voilà, elle est disponible. Alors, Roland, donc il en a parlé, site internet. Donc celui qui veut plus de... D'informations, on va sur le D'infos, blog. hein. Vous avez l'adresse sur la petite carte orange Ouais, ici, voilà. tout en haut. Hein. C'est Fraternité ouvrière sur Overblog. Déjà, le premier article, il y a toutes les infos concernant le fonctionnement, les horaires de l'association. Et pour aller à Albec aussi, alors. Ouais, ce sera mis à ce moment-là, un peu peut-être avant la porte ouverte. Ou avant le début août, le mois prochain. Ah donc. ouais. Ouais, ouais. Début juillet, ça peut être mis sur le blog avec l'adresse. Ah ouais. Ah, c'est bien. Ignace. Oui, donc hier, on a été en visite à trois endroits en fait. Donc on a été visiter les fuchsias. Donc c'est à Moorslede, c'est pas loin du tout d'ici. Je vous conseille même d'une fois y aller, même sans être en groupe. Hein, ça s'appelle, c'est en néerlandais, de Nachtwaker, donc le veilleur de nuit. Donc sur internet, si vous tapez de Nachtwaker Moorslede, vous avez l'adresse et tous les renseignements. Ils ont plus que 2500 variétés de fuchsia différentes. C'est vrai que ici, pour ceux qui nous ont accompagnés, ils étaient enchantés. Mais pour celui qui a été l'année passée en été, c'est encore beaucoup plus beau parce que c'est encore un peu trop tôt dans la saison. Parce qu'il y a aussi beaucoup de fleurs annuelles qui sont plantées, etc. Donc c'est en même temps un jardin d'exposition. C'est l'entreprise où on cultive toutes les annuelles et surtout ils sont spécialisés dans les fuchsias. C'est quelqu'un vraiment de passionné qui a commencé ça il y a à peu près 40 ans, il me semble qu'il a dit 35 ou 40 ans. Il avait vu une petite annonce qu'il y en a quelqu'un qui en avait une dizaine, donc il est revenu avec 10. Après, ça a grandi, et maintenant il y a plus de 2500 variétés. Et ils ont en même temps un magasin. Les prix sont très raisonnables. Donc pour une bouture de fuchsia, c'est 2 €. Si vous en prenez 10, c'est 1,50 €. Donc on ne se ruine pas. Et il y a de tout. Il y en a des droits, il y en a des pendants. Il y en a qui peuvent rester dehors en hiver, etc. Pas beaucoup, hein. 4, 5, 6. Oh si, il y en a. Ah ouais? Ah bon? Il y a plusieurs variétés. Ah oui, non, oui, Il y en a une plus 15, d'une 20. Ah oui, Ah bon? plus d'une Ouais. vingtaine. Donc c'est un bel arbuste d'ornement avec des fleurs qui pendent comme des cloches. Et les fruits sont comestibles. Les fuchsias. Ouais, ouais. Voilà. Donc après, on a été visiter un jardin à Bléari. Donc un jardin aussi d'un passionné qui a beaucoup d'érables japonais, qui a beaucoup de conifères nains, qui a toutes sortes de choses.
Et après, on a visité le jardin d'Annie et ça finit toujours par une auberge espagnole aussi, où on a beaucoup trop mangé, beaucoup trop bu. Voilà. C'est pour ça que c'est très dur aujourd'hui. Là. Oui. C'était à Bléary. Et le jardin là, à Bléary, est ouvert et dans la région de Brunehaut, donc c'est près de Brunehaut, le week-end prochain, en tout cas le dimanche. Il y a tout un circuit éventuellement à faire aussi, où il y a des jardins à visiter à plusieurs endroits. Et ça se fait de plus en plus, hein. Ici en Flandre aussi, le week-end prochain, il y a tous des jardins à visiter éventuellement. En France, ce week-end-ci, donc ça se fait de plus en plus. Voilà, donc nous, chaque année, en juin et en septembre, on fait une visite comme ça avec le groupe qui vient aux Fleurs. Donc en septembre, c'est déjà prévu aussi. Ça sera le 3 septembre. Donc en septembre, il n'y a pas de cours. Un samedi. Hein. C'est un samedi, le 3 septembre. Et là, ça sera de retour toute une journée avec pique-nique. Et ça sera un peu plus loin qu'à Amiens. Mais comme c'est Annie qui organise, bon, je la laisse... Sinon, le prochain ici, c'est quand? Donc le cours de jardin. Le prochain cours de jardin, c'est au mois d'octobre. Le 14 octobre. Ouf, non, mais c'est... Oh, mais... Des longues vacances, vous autres, hein? La permaculture, il faut se reposer aussi. Hein. Voilà, donc j'en profite aussi pour dire que celui qui veut venir en Échin, c'est samedi prochain que je donne un cours sur le jardinage, aussi bien légumes que fleurs. Donc c'est en Échin, la maison de l'environnement, c'est la feuille qui est là au-dessus. Hein. Donc c'est toujours le deuxième samedi du mois. Il n'y en a pas en juillet, mais il y en a de retour au mois d'août. Et donc, alors je demande aussi si jamais il y en a qui ont des petits carrés comme ça de trop, au lieu de les jeter, ils peuvent ramener. Parce qu'André, il en consomme beaucoup aussi pour faire ses plants de tomates. Et il commence à être épuisé son stock. Et moi aussi, il commence à m'en manquer un petit peu. Il ne faut pas ramener tout et n'importe quoi comme pot, hein, parce qu'après, ça sera quand même... Plus grand que ça non plus. Hein, non. Donc, les tout petits et les moyens comme ça. Quoi. Ben, on peut ramener des plus grands, hein, aussi, pour le partager. Il ne faut pas le jeter. Hein, Mais bon, il ne faut pas non plus qu'on se rentrer dans la maison. C'est plus bouger ici, voilà. Oh, il y a encore rien au plafond. Alors, il y a permanence du jeudi toute l'année. Donc même là, juillet et août, c'est ouvert. Donc en juillet et août. Donc la réunion, c'est seulement le premier dimanche, mais les permanences du jeudi, c'est juillet et août y compris. Comme ça, les gens qui sont en vacances, c'est là qu'on a aussi beaucoup de monde. Même jour férié. Ah oui, même jour férié. Ouais. Surtout même jour férié. Non, mais je dis parce que les gens, il y en a qui ne savent pas se libérer, qui travaillent, qui ne savent pas venir, donc profite quand ça tombe un jour férié. C'est bien. Nous, on est pensionnés, donc c'est jour férié tous les jours. Hein, donc ça fait rien. Nous, c'est férié tous les jours. Hein. Moi, d'abord, depuis que je suis né, j'ai toujours considéré la vie fériée tous les jours. Hein. Alors, dernier truc pour les infos. Vendredi 24 juin, on organise ici une réunion à 18h sur la pub à la télé. La pub, mais aussi le programme télé. Celui qui va venir, c'est un spécialiste de ça, et il a créé une organisation pour lutter contre les aberrations, tout ce qui passe, et ça vient de pire en pire. Donc, on va avoir là vraiment une information, et aussi on pourra discuter, dire ce qu'on en pense, et je pense qu'il est temps. Hein, parce que ça continue comme ça, il y aura plus de pubs que de bazar, et ça devient aberrant, les programmes télé, quand il faut trouver quelque chose, maintenant, je ne sais pas si tout le monde pense la même chose, mais c'est en dessous de tout, de plus en plus, c'est quelque chose de... Ouais. À quelle heure? Donc à 18h, le vendredi 24 juin, à 18h ici, donc de 18h à 20h, quelque chose comme ça, donc une conférence débat, donc sur tout ce qui se passe à la télé. Je pense que c'est intéressant, il faut mettre en route quelque chose parce que ça devient grave. Même à la télévision belge, ils ont résisté pendant longtemps, enfin résisté, je ne sais pas qui a résisté, mais maintenant c'est la catastrophe. Même un film, on le coupe 2 fois, 3 fois. C'est horrible, c'est quelque chose alors qu'ils avaient juré qu'ils n'allaient jamais faire ça. Ça devient vraiment infernal, c'est quelque chose. Ils nous prennent vraiment pour des cons, vraiment pour des cons. Alors il faut réagir quand même,
Sinon, ça va s'aggraver, hein, ça va être de pire en pire. Quand est-ce qu'on va à la toilette alors quand il y a le film? Mais t'entends, ils annoncent le film, ils annoncent le truc, et puis ça n'arrête pas, hein, c'est plus... mais c'est incroyable, hein, c'est dingue. C'est normal, il y a quelques années, l'ancien directeur de TF1 avait dit Ah je ouais, vends ouais. du cerveau à Coca-Cola. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. On est d'accord. Ben, c'est ça, c'est à partir de là que... voilà. Donc c'est quelqu'un qui a déjà écrit 3-4 livres, je pense, qui vient sur ça, sur les programmes, sur la pub, sur tout ça. Mais les programmes aussi, hein, la télé-réalité, tous les bons, mais ça devient en dessous de tout. C'est extraordinaire. Il paraît qu'il y a des gens qui regardent ça quand même. C'est pas, Ah bah, t'es bien obligé. c'est Bah pas- non. ou bien il y a toujours tout plein de monde autour là à la télé. Je ne sais pas s'ils sont payés pour venir. Mais il faudrait déjà me payer. Il faudrait déjà me payer fort cher. Bon, pour assister à une connerie comme ça, il faudrait déjà me payer fort cher. Non, mais ça devient grave quand même. Allez. On est parti. Aujourd'hui, allez, on va directement attaquer les choses sérieuses. Hein. Voilà. Alors, les choses sérieuses, on va commencer par les semis urgents. Donc, ça va être très, très pratique aujourd'hui. Enfin, je pense. Donc, semi-urgent, c'est-à-dire à faire dans la première quinzaine de juin. Tout d'abord, le roi des légumes, que j'aime pas trop, entre parenthèses, Carottes. les carottes. Voilà. Ah ouais, les carottes. Ma femme me fait bouffer des carottes tous les jours, j'ai horreur de ça. Bon, je bouffe des carottes pour lui faire plaisir, et bon, bon, ça n'a pas l'air de me faire trop tort, mais... Bon, les carottes. Longues ou bien demi-longues. Donc, première quinzaine de juin, donc c'est semer des carottes pour avoir mangé en hiver et au printemps, donc pour la provision. Voilà. Il faut m'interrompre chaque fois pour demander des renseignements. Hein, s'il faut, donc, carottes, donc on peut semer en ligne, c'est mieux. Les carottes semées directement dans le jardin en ligne, à demi-centimètre, pas dépassé, et bien tasser le semis. La carotte, les semences de carottes ne supportent pas qu'il y a de l'air libre autour d'eux. Donc, quand on sème un demi-centimètre, on met la terre dessus, avec un râteau, et puis il faut damer, pour que la terre soit bien en contact avec les semences. Il y a beaucoup de semis de carottes qui ratent à cause de ça. Hein, parce que la terre n'est pas assez ferme et que c'est pas bien... Voilà. Donc, le carotte pousse dans tout. Hein. Les meilleurs semis de carottes, c'est sûrement pas dans les terres sableuses. Hein. C'est là qu'on a les plus petites et les plus déformées. C'est dans les terres argileuses, lourdes, qu'on a les plus belles carottes. Hein, les carottes qui arrivent à 1 kg, 1,5 kg. Surtout, ça a été longtemps une spécialité ici de l'ouest de la Belgique, je veux dire, et du nord de la France. D'ailleurs, il y a beaucoup de variétés ici, et on a des carottes formidables, dans des terres lourdes, argileuses, et tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Les gens pensent qu'il faut des terres. Oh non, c'est pas vrai. Hein. Les sablonneuses donnent des carottes, des petites carottes, quoi. Pas beaucoup. Donc, c'est dans... Hein, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas une terre à carottes parce qu'elle est trop lourde. C'est pas vrai. C'est faux, tout à fait faux. La carotte est assez costaud pour faire ses racines dans les terres, même lourdes, argileuses. Et donc, c'est beau, c'est bien. Les meilleurs résultats sont faits avec des carottes sur butte. Donc, si vous faites une petite butte, une petite individuelle, je veux dire individuelle à une ligne, ou bien une butte un peu plus large, vous pouvez semer 2-3 lignes, par exemple. Hein, un petit, donc, faire une petite butte et semer au-dessus de la butte. Parce que la carotte aime bien, elle résiste. Donc, jusqu'à 2 degrés, même à 2 degrés, elle pousse déjà, mais pour l'idéal, j'ai encore vu hier, j'ai encore contrôlé hier, ça m'a surpris d'ailleurs, c'est 25 degrés. Parce que c'est originaire d'Égypte et des coins là-bas. Donc, elle pousse dans toutes les conditions. Mais c'est l'optimum, c'est 25 degrés. Donc, quand on fait sur butte, le principe même, c'est la butte, elle est plus chaude. Hein, la terre, elle est bien aérée, plus chaude. Et les fermiers, on connaît le fermier qui, à côté ici à Moucron, un Guinness qui fait beaucoup en bio des pommes de terre, des carottes et tout ça. Il y a des carottes magnifiques et tout ça. Et pas toujours. L'année passée, il a raté tout. Il n'y a pas de carottes. Donc, même les professionnels, je veux dire, il ne faut pas... Hein, nous, quelquefois, on rate une affaire, on dit, ben non, mais l'année passée, il a raté toutes ces carottes, alors qu'il y a toujours des carottes magnifiques tous les ans. Oh, des carottes formidables et tout ça. Et donc, il y a une machine à faire des buttes.
Donc il fait les buts à l'avance, parce qu'il faut des buts un peu tassés, hein. Parce qu'il ne suffit pas de bazar, après à la première pluie, ça s'éboule et tout ça. Donc il y a une machine qui fait les buts, une vingtaine de centimètres, un peu tassés, et puis alors il sème dessus 2 lignes comme ça, il y a des carottes, toujours magnifiques. Voilà. Faut demander, hein, si j'ai pas tout dit, là, voilà. S'il y a moyen, prendre son temps, parce qu'on gagne du temps, après, prendre son temps quand on sème. Parce que si on sème comme ça trop dru, après il faudra recommencer, il faudra démarier, qu'on appelle. Il faudra tirer parce que c'est trou. Il vaut mieux prendre son temps en mettant, ça a l'air d'être, ça prend beaucoup de temps, mais après on en gagne énorme parce qu'il ne faut plus aller dedans. Hein. Donc en mettant les graines, ainsi à moyen, je vais dire tous les 2 cm par exemple et tout ça, parce que tous les graines ne lèvent pas. Hein. Bon, si on a 80% de levée, c'est énorme hein, dans les carottes. Hein. Donc, je veux dire, donc on met tous les 2-3 cm une graine, si y a moyen, hein, comme ça pour donner une idée. Après, si ça, il y en a qui n'ont pas levé, donc il n'y a rien à faire. Il y en a que s'ils lèvent tous, ben, il faudra aller tirer la carotte entre deux, mais on peut la tirer entre deux et la manger. Hein. Alors, on n'est pas obligé non plus de semer en ligne une seule ligne. Si on a un bon terrain riche et tout, et pas trop envahi par les herbes indésirables, hein, pas trop, si c'est pas, on peut, l'idéal alors c'est de faire des bandes, donc même machin, de faire des bandes d'une vingtaine de centimètres. Très clair, mais des bandes de 20 centimètres. Ça, c'est production maximum. Donc on n'est pas obligé de faire sur une ligne. Hein. Pour beaucoup de légumes, c'est comme ça. Hein. Donc on peut faire sur 20 centimètres. Au contraire, quand c'est un peu tassé, il n'y a pas, les herbes indésirables, ils ne vont pas venir, hein, là-dedans, dans les carottes. Pour celui qui a un petit jardin qui n'en met pas beaucoup, on sait très bien semer, mais prenez quand même la taille encore au-dessus. Ah ouais, les plantes vivaces, petit, et alors vous mettez 4-5 graines, voilà. Et vous en gardez 1 ou 2, la plus belle, et alors vous rempotez avec toute la terre. Et vous faites ça quand ils ne sont pas encore trop grands, sinon la racine va déjà dépasser. Ou bien alors quand c'est 10 cm, quand c'est 2 fois ou 3 fois plus grand, 4 graines, laisser les 4 graines, machin, dépoter et mettre comme ça aussi. Aussi quand on n'a pas la place, on peut le faire. Parce qu'on ne peut pas aller plus tard, donc si on n'a pas la place, on peut semer en godet comme ça, et en attendant d'avoir de la place quelque part, et puis le piquer, ça donne aussi des bons résultats. Ouais. On repique avec la terre. Alors. Avec la terre. Ah oui, On repique avec la terre. Ah oui, justement. Là, et je dis qu'ils ne doivent pas être encore trop âgés, hein, parce que sinon la racine dépasse et on la casse. Du coup, on aura plutôt une boule qu'une belle grande carotte. Mais ça peut se faire aussi. Donc, celui qui n'a pas, même de terre, sur sa terrasse ou dans un bac, dans un truc, il peut faire. Mais la condition, c'est quand même, par exemple pour les carottes, c'est quand même 20-25 cm minimum. Hein. Ah ouais. Par exemple pour les laitues, je veux dire, ou certains autres trucs, 10-12 cm, à la limite, ça peut aller. Mais par exemple pour les carottes, il faut 20-25 cm. Hein. Sinon, c'est pas la peine, il n'y a pas de racine, il n'y a rien. Hein. Voilà. Et nous, on a vu dans le Berry, ils mettent des tuiles hautes, 2 tuiles l'une contre l'autre. Et en fait, c'est pour les carottes, en fait. Ah bon? Ouais. Pour qu'ils tiennent au chaud. Oui, c'est ça. Dans des carrés, c'était super bon. Protection. Des tuiles très... Ouais, Ah ouais. Ça réchauffe. Hein. Ouais. Quand on les met à 20 cm, non, ils prennent 2 grandes tuiles qui mettent l'une contre l'autre. Et en fait, la carotte, elle pousse à l'intérieur. Ouais. Mais avec la terre, quand même. Ah oui, oui. Ah oui. La terre, ouais. Et on a trouvé ça curieux. C'est comme si on ferait un petit chapeau. Une bulle avec une tuile en demi. Ouais, des tuiles. Des tuiles de là-bas. Des tuiles de Provence, quoi. Oui. Non, les feuilletières. Oui. Chez nous, ils mettent aussi des tuiles, mais il y a beaucoup mieux, selon moi, quand on met les carottes à 20 cm, au milieu, on met les poireaux. Et ça protège les carottes. Oui. Et ça passe très très bien. Ah oui. Comme association. Ils se protègent. Avec des oignons, Les poireaux étant en hauteur, ils protègent les carottes. avec des scorsonnières, avec des... Ça pousse très très bien. Pour un terrain lourd. Alors, ouais. Pour un terrain lourd et humide. Pardon? Pour un terrain lourd et humide, est-ce Ouais. qu'il faut
semer et ensuite mettre du terreau au-dessus ou alors Ah non, 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 jamais mettre du terreau au-dessus des semis. Jamais, jamais. Non, non, non. J'ai fait ça, j'ai essayé, d'autres gens ont essayé. Non, c'est une catastrophe parce que moi, on mettait ça, c'était utile parce qu'on voyait bien la ligne quand ça sortait, on s'en fait désherber entre deux. Mais le malheur, c'est que quand on met du terreau, tout ça, ça sèche à côté de la terre et ça pousse pas bien. Là où on a mis du terreau noir, le soleil dessèche la terre là et alors on n'a pas des bons résultats. Ah oui, la terre telle qu'elle. On n'a pas du... Éventuellement un tout petit peu de sable si tu veux repérer la ligne, c'est mieux que. Ah, ouais, mais un petit peu, hein. Du marc à café. Un petit bâton. Ouais, mais Alors, ça sèche aussi. Hein. Alors, ce qu'on essaye depuis 1 an, et apparemment l'année passée ça a réussi, mais c'est pas sûr, il faut plusieurs années pour savoir si ça marche vraiment, c'est buter pour éviter la mouche de la carotte. L'ennemi principal, c'est la mouche de la carotte. Donc la mouche de la carotte vient pondre sur le collet de la carotte. Et ça fait alors un petit asticot. L'asticot qui descend, alors quand il est là, il descend jusqu'au bout de la carotte, et puis il remonte en bouffant tout. La carotte devient immangeable. Ça donne, il n'y a même pas moyen de réparer, ça devient... Alors, on a essayé l'année passée, quelqu'un nous avait dit ça, ou bien j'ai lu quelque part, et l'année passée, en tout cas, avec ça a marché. C'est buter le collet. Donc, la carotte, ça, simplement que il y a 1 ou 2 centimètres de terre sur le collet. Alors, la mouche ne sait pas venir pondre, parce qu'elle pond sur le collet. Si elle ne rencontre pas le collet, elle ne pond pas. Et ça a l'air de marcher. Ça vaut la peine d'essayer. L'année passée, on a essayé, ça a été bien. Donc, là, ce serait vraiment un bonheur si c'était... si ça se confirme, hein, parce que les carottes, là, sont fort attaquées. C'est quoi le collet? C'est le dessus de la carotte. Oui, le collet, c'est dessus. Oui, c'est où est-ce que ça fait vert. C'est l'endroit entre la racine et le feuillage. L'endroit entre la racine et le feuillage. Là, c'est le collet, là, entre la racine et le feuillage. Pour tous les plantes, d'ailleurs. Enfin, pour tous les plantes, pour tous les navets, tout ça, le collet, là, c'est ça, ouais. Donc, quand ça pousse après, quand on voit bien le collet, quand ça a poussé, buter un peu le collet. Voilà. C'est le démarrage des feuilles. Oui, c'est le démarrage des Quand ça n'a pas été buté, justement, le collet, il est vert. Justement, il va l'être. Alors, les carottes, comme tous les légumes, il faut essayer. Il y a beaucoup de variétés, de plus en plus. Ce qui est un bienfait, on retrouve les anciennes variétés du Nord de carottes et tout ça. Il faut essayer, hein, laquelle convient à votre climat, à votre jardin, il n'y a personne qui sait dire laquelle ça va aller. Hein. Donc ici, on peut faire les carottes demi-longues ou bien longues. Hein. Les carottes longues, maintenant, sont formidables. Hein. Il y a des carottes longues. Les gens ont peur parce qu'on dit que ça va être plus dur. Avant, dans les carottes, il y avait un cœur, hein, dans les carottes longues. Mais tout ça, non. Hein. C'est vraiment... Il y a des carottes d'1 kilo, 1,5 kilo, il n'y a pas de cœur qui sont absolument délicieuses. Ils sont formidables. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Encore des questions des carottes? Demandez, hein, non? Non. Les petits rongeurs qui viennent manger les carottes. Ouais. Sous la terre. On sait prévenir ça avec d'autres plantes dans l'association? Vous appelez quoi les petits rongeurs? Les mulots, les compagnons, les... Non. Le fenouil qui va les repousser. Non, il faut... S'il y a moyen, vous domestiquez un aigle ou bien un oiseau de proie, là, et puis... non, mais... Ouais. C'est difficile. Hein. Essayez de remettre... protéger les renards. Non, mais c'est vrai dit. Il y a des choses qui ne dépendent pas du seul jardinier, qui dépendent d'un large environnement. Il y a d'abord les oiseaux pour les rats des champs, les campagnols, pas les taupes, hein, les mulots. Pas les taupes, hein. Entre parenthèses, les gens disent souvent les taupes ne mangent jamais un légume. Hein. Les taupes sont uniquement insectivores, carnivores. Hein. Ils mangent les vers de terre. Donc, ils ne mangent que ce qui est vivant. Les taupes bouffent Les vers de terre. les vers de terre, mais aussi les compagnols et tout ça. Hein. Ouais, quand on rencontre un dans leur galerie, et mort. Hein. Donc, et les taupes, ça peut... je veux dire, c'est un bienfait, les taupes dans le jardin. Je dis en passant, ça creuse des galeries, ça fait que l'eau, elle descend bien, ça aère le sol, et ça mange que... Ouais, des vers de terre, ouais, quelquefois, mais il y en a tellement dans une bonne terre qu'il n'y a pas de problème. Mais donc, et c'est un bienfait parce que quand ils font leur mont,
Hein, les gens sont embêtés, bien sûr, si tu as une belle pelouse anglaise, si tu veux un beau bordel, là, et que tu as des gros monts, là, ou bien si tu possèdes un petit avion, une pelouse, hein, que tu veux atterrir, là, c'est embêtant. Hein. Mais sinon, utiliser la terre qu'ils font dans les galeries, parce que cette terre, elle est formidable, c'est une terre comme du terreau, alors utiliser pour mettre dans les pots, dans les bacs, ça c'est l'idéal, hein, donc il faut travailler pour eux. Hein. Pour les semis. Ah, pour les semis aussi, ah ouais, la terre de... Là, on dit qu'il faut du terreau parce que... Ah ouais, mélanger cette terre-là avec du terreau, tout ça, pour les bacs, et même tout seul, cette terre, pour cultiver cette article. Donc c'est jamais les taupes, hein. Hein, c'est les mulots, les campagnols, les quoi encore, je sais pas. Donc, il y a ça, la taupe, c'est l'ennemi numéro 1. Après, il y a les oiseaux de proie, hein, j'allais dire les vautours, je sais pas, les vautours. Bien qu'il y a des vautours en Europe aussi, je ne savais pas, mais en France, il y a des vautours et tout ça, je ne sais pas. L'épervier, et puis quoi encore La buse. Ouais, enfin, voilà. Donc, l'environnement, quand on protège, ça revient. Et alors, protéger les renards. Pas seulement le renard, là, parce que nous, on a un renard, là. Hein, on appelle, Christophe, là, ils s'appellent Christophe Renard. Hein, donc, quand on parle des renards, ils se sont attaqués toujours. Il dit, pour protéger les renards, absolument. Il dit, ah ben ouais, hein, ouais. Donc, il y a tout à fait raison. Non, mais les renards, je pense que le minimum, c'est 50 rats au mulot ou bien compagnol par jour. Donc, et donc, il faut absolument s'habituer. Alors, on dit, ben oui, ils attaquent les poules quand ils ont l'occasion. Mais quand on a un poulailler, on sait protéger le poulailler. Il y a des grillages. Donc, je veux dire, c'est rien, ça, on sait faire. Tandis que le renard, il va nous débarrasser parce que ça devient une plaie formidable. Hein. Faut parler avec les gens qui s'occupent de ça à l'hôtel de ville ou bien dans les bazars. La prolifération des rats et de tout ça, maintenant, c'est dingue. Ben oui, on a tué tout ce qui pouvait les bouffer. Donc, tout ça va faire en sorte que il y aura moins de mulots, compagnols dans les jardins. Un bon chat ou un bon chien. Ou alors un bon chat, mais il y a beaucoup trop de chats, et les chats font énormément de dégâts vis-à-vis des oiseaux. Ah ouais. C'est la cause principale de la disparition des oiseaux, ou une des causes, mais la cause principale, je crois, c'est plus qu'1 milliard d'oiseaux par an qui sont morts tués par les oiseaux, tués par les chats. Et donc un chat dans un jardin peut être un bon, je veux dire, mais pas plusieurs, hein, mais quand ça prolifère, alors c'est une catastrophe pour les oiseaux. Donc tout doit être en équilibre. Hein. Sinon, un bon chat, si vous avez un bon chat chasseur, ça veut dire quoi, un bon chat chasseur? C'est pas un chat de salon. Hein. Moi, j'ai quelquefois eu des voisins, les chats qui venaient, ils voyaient passer le rat devant eux, ils n'auraient pas bougé, Donc, il faut un chat qui apprend à ses jeunes à chasser. Sinon, il ne va jamais venir chasseur. Donc, quand il y a des jeunes, le chat va chercher des proies, il les laisse vivants, il les met au milieu des jeunes, on a eu souvent le cas, et il les apprend, donc il joue avec, et puis il les tue et les bouffe. Et donc, c'est tout un apprentissage. Les chats qu'on a sevrés trop tôt, qu'on a retirés, n'ont pas eu cet apprentissage, et ne vont jamais attaquer rien ni personne. Tout ce qu'ils vont faire encore, c'est jouer avec une souris, avec un rat, et puis après, ils laissent partir. Donc, il faut un bon chat chasseur. Il y a des chiens ratiers, non? Hein? Il y a des chiens. Ah oui, et des chiens. Des chiens ratiers. Ça, oui, ils sont très efficaces. Même des petits chiens. J'ai vu un petit ratier de Prague, là, je me demandais ce que c'était. Il n'y a même pas pour un repas, je veux dire. J'ai vu, là, je dis, te ramène ça, je croyais que c'était un cadeau pour un repas. Je dis, il n'y a même pas assez pour un bouffer, pour un repas. Mais au niveau des. Donc, ils rentrent dans les trous des mulots, et ils sont très, très efficaces. Donc, tout ce qui est. Ouais, ratier peut. Mais, quand tu as un bon ratier, ça fait des trous. Hein. Ouais. Hein, ça creuse sans arrêt. Et alors, le jardin, il y a du boulot alors, pour remettre. Ouais. Et comment on fait la différence entre... Attends, ça, c'est notre Christophe Renard, là. Il est là debout. Madame Callens. Hein? Madame Callens n'est pas ici. Madame Callens. Non. Elle a dit qu'elle venait ici, mais elle n'est pas venue là. Elle avait dit de venir, c'est tout. Elle a fugué. Ben, elle est peut-être dans le jardin. Bonne couverture. Non, elle n'est pas dans le jardin. Ah, il y a des gens, hein. Il y avait des gens dans le jardin. Ouais. Oui, il y avait des gens qui voyageaient dans le jardin. J'ai vu passer là. Et comment on fait la différence entre une taupe et un compagnon? Au niveau des... Oh là là là.
Bah, on ne voit jamais une taupe, on ne la voit jamais. Hein. Ouais, ah ouais, aussi c'est ça la différence. Donc une taupe, on ne voit jamais, et on ne voit jamais ses galeries. Le minimum, c'est 20 cm. Donc minimum, la galerie est de profondeur, 20 ou 30 cm. Donc c'est plus profond. Hein. Les galeries des mulots, des compagnons, machin, on les voit, c'est un ras de terre. Et on voit la trace même, tout ça. Donc c'est très superficiel. Tandis que voilà. Alors ils font des petits monts, les mulots, les grands, les compagnons, quand ils gèlent la terre, c'est des tout petits monts. C'est des petits monts, tandis que la taupe, c'est toujours des gros monts. Voilà. Mais on ne voit jamais les galeries des taupes. Mais les galeries des mulots et des compagnons, on les voit. Ben, et la taupe, elle est même assez grande hein, par rapport. Les taupes, alors ça te fait vraiment un gros monticule comme ça, et les autres, tu vois à peine alors. Ouais. Et même quelquefois pas. Ouais, donc. Ouais, un petit tout. Mais on les voit, les rats, les mulots, les compagnons, on voit les traces. Ouais, les galeries très, très proches du sol, très proches d'en haut. Tandis que les taupes, jamais. C'est profond. La dimension du trou est identique? La quoi? Ah non. Non, les taupes, ils font des grosses galeries. Ah ouais. Ils font des galeries, et alors... Non, ils font des grandes galeries, et tout ce qui tombe dedans, donc ils voyagent sans arrêt dans les galeries, et les vers de terre, tout ce qui tombe dedans, qui a bouffé et qui est vivant, il bouffe. Ouais. La taille d'un manche à balai. Donc c'est à protéger. Ça, c'est le rat. Ça, c'est Le rat, le campagnol, c'est le diamètre d'un manche à balai. Ouais, c'est pas très grand. Ouais. Voilà. Mais les fritillaires repoussent les rats. Ouais, paraît-il. En en mettant beaucoup près d'une rangée, on ne peut pas, ça ne supporte pas l'odeur. Les fritillaires. Et tout ça, on est parti de où, là? Des carottes. Les carottes, le collet, et puis la question de madame. On est venu dans les carottes. Bon. Non, mais il faut, hein. Parce que l'environnement, autant savoir. Hein. Non, mais je dis, quelquefois, le problème n'est pas... Il est aussi... l'environnement, hein, ça touche aussi, hein. Quand tout est pollué, l'air est pollué et tout, il n'y a personne qui échappe à ça. Hein. Même si on fait bio dans un jardin, on est touché par tout ce qui fait l'environnement. Hein. Donc il faut absolument... Donc, encore des questions, les carottes? Non, on peut passer... je pense. On ne dit jamais tout. Alors, il y a des carottes, si tu vois, pas passer. Il y a des carottes les plus résistantes les unes que les autres. Ça, c'est sûr. Une carotte qui n'est jamais attaquée, que moi, j'ai jamais vu attaquer par la mouche de la carotte, là, par les machins, qui n'a pas tout, qui n'a rien, c'est la jaune... La carotte longue, jaune du doux. Jamais. Et dans les catalogues, souvent, elle est marquée comme carotte pour les animaux. Alors qu'elle est délicieuse. Hein. Une carotte jaune avec beaucoup de goût et tout ça. Dans les potages, par exemple, dans les soupes, dans les potages, elle est formidable. Mais même en dehors aussi, moi, je trouve. Donc, jusqu'à maintenant, celle-là, je n'ai jamais vu attaquer par rien. Elle est bien. Mais il y en a sûrement des autres aussi plus résistantes. Les Anglais aussi ont mis au point aussi une demi-longue, là, proche de la nantaise, qui résiste aussi bien aussi. Pas totalement, mais assez bien à ça. Donc, Fly away. Hein? Fly away, ça s'appelle. Et la juvarotte, elle résiste. Et la juvarotte aussi, une carotte allemande demi-longue qui est formidable pour les gens qui aiment bien de faire du jus. C'est la meilleure adaptée pour faire du jus. Celle qui contient le plus de jus. Donc c'est la juvarotte. Donc une carotte allemande, une demi-longue carotte allemande. Mais il faut essayer, hein, il faut... Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont quelque chose à recommander. Je n'aime pas beaucoup de recommander parce que... Oui, bon. Pardon? La flaquée. Alors celle qui vient les plus grosses, c'est la flaquée. Dans les machins, 1,5 kg, ça c'est fait, une carotte, la flaquée, puis quelques autres. Et maintenant, les nouvelles carottes du Nord, enfin pas les nouvelles, les anciennes qu'on a retrouvées, qu'il faut remettre à l'ordre du jour, qu'on a de nouveau depuis quelques années. Moi, je n'ai pas encore de pronostic parce que c'est encore trop récent, donc il faut essayer. Et l'idéal, c'est prendre 4 ou 5 différentes variétés de demi-longues ou des longues, mélanger les graines. C'est ça, voilà. Et vous allez au moins avoir une variété qui va bien réussir. Et ça, c'est mieux, parce qu'ils vont se protéger les uns les autres. Ouais. Et mettre, par exemple, aussi, on sait qu'il y a une influence maintenant, la pigmentation différente, on sait qu'il y a une influence sur la défense. Donc, c'est pas seulement des couleurs. Hein. Donc, les jaunes, les rouges, les blanches, et tout ça, on a des préjugés. Hein. Par exemple, les carottes rouges, on veut les gens, carotte c'est rouge, sinon c'est pas une carotte. Mais
faut savoir que les rouges, c'est une création. Hein. Ça n'existait pas hein, dans la nature. Il y avait des noirs, des blanches, je ne sais plus. Ouais, je pense que c'est là l'origine. Après, on a sélectionné pour arriver à des oranges. Ouais, il existait des noirs, des blancs, des oranges. Et puis, on a sélectionné pour avoir des rouges. Mais c'est tout récent. Hein. Et donc, les blanches, par exemple, sont beaucoup plus farineuses, plus sucrées. Chacune a des spécialités. Hein, les gens sont braqués, une carotte, c'est rouge. Ben non, il y en a de tout plein. Ça vaut la peine d'essayer parce que le goût est différent et c'est bon et plus résistant. Bon. Ah ben, on a fini avec ces carottes. Tu vois, et j'aime pas les carottes, heureusement, hein, parce que sinon... Fly away, c'est ça. Fly away. Alors, on est parti, on continue. Donc, on est dans les urgents. Donc, première caserne les Wittloff. Donc, les chicorées, Wittloff. Donc, c'est les chicorées qu'on fait les endives, qu'on appelle en France les endives et en Belgique les chicons. Hein, donc, là, voilà. Donc, à semer, première caserne, au plus tard. Donc, on est dans les semis urgents. Wittloff. Voilà. C'était pas la peine de semer avant. Je pense que celui qui a semé avant, maintenant, il peut recommencer son semis. Parce qu'il faut une terre chaude pour que ça réussisse bien. Ça doit lever tout seul. Ouais. Ah ouais. Ah bon? Comme ça. Ah ben t'as réussi, c'est rare, parce qu'avec le temps que je mets en ligne. qu'on a eu et tout, en général les chicorées, pour lever, ils aiment bien la chaleur. Après, ils résistent à tout, mais pour lever, souvent, quand on fait trop tôt, il faut recommencer son semis quand c'est suivi d'une période froide. Mais maintenant, la première quinzaine de juin, il faut y aller. Il y a pas... Donc, chicorée Wittloff. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus, ou quelqu'un a demandé... Non. Donc, on aura une séance, c'est pas encore programmé, mais on aura une séance cette année pour comment faire ces chicons. Hein, tous les ans, on a une séance comment faire ces chicons de toutes les manières. En bac, ça vaut la peine, hein, parce que c'est une différence extraordinaire. Hein. C'est vraiment bon le chicon qu'on fait soi-même. Les autres, c'est de l'eau avec tout, une vingtaine de produits chimiques dedans. Industriellement, c'est quelque chose. C'est une des productions les plus dégueulasses qu'il y a, où il y a le plus de pesticides, insecticides, de toutes sortes d'herbicides qui rentrent dedans. C'est formidable. Et on a de l'eau, on a de... voilà. Donc ça prend un peu de place, c'est un peu de boulot, mais je trouve que c'est aussi un vrai plaisir. Ça fait du boulot, il faut quand même arranger, c'est quelque chose qui demande un peu de temps pour préparer, hein, mais je pense que ça vaut la peine. On a une bonne nourriture en hiver qu'on a quand même moins d'autres choses. Mais quelquefois, il faut aller déterrer quand il fait mauvais dehors, dans des conditions... Enfin, je dis, c'est pas... Ça demande du travail, quoi. Il faut préparer, il faut faire ces choses. Mais quand on est bien organisé, ça peut aller. Donc, on aura une séance, on va vous dire quand... Novembre. Hein? C'est pas un dimanche aussi? Peut-être, mais en novembre. Ouais. Mais c'est un dimanche. L'année passée, on a fait la moitié de la réunion, 1 heure. C'était un dimanche matin lors d'un coup. Donc, on va... c'est au mois de novembre, je pense. On peut semer en pot? Semer en pleine terre. Oui, on peut semer en pot et repiquer. Ah, un peu comme et les carottes. une fois quand ils sont petits. Moi, je fais ça. Ouais. Mais alors, il faut laisser quand même une distance de 3-4 cm minimum entre chaque racine. Un peu plus encore que les carottes. Ah oui. Dans le pot, ça, tu peux laisser 3-4. Non, dans le pot, vous en mettez 2-3 et vous en laissez un, le plus beau. Donc, vous tirez les moins beaux. Sauf si vous avez un plus grand pot. Un plus grand pot. Hein. Ouais, ça dépend d'un genre de... Oui, mais on ne repique pas à racine nue. Hein. Ah non. C'est comme les carottes, on repique avec la terre. Donc ça ne sert à rien en mettant dans un grand pot. Il faut mettre dans... non, 3-4, je veux dire, dans un grand pot. 4-5. Oui. Bon, ça fait beaucoup de terre. Ce qu'il faut, c'est 6 cm, minimum 6 cm entre les chicons. Donc quand on fait aussi en ligne, il faut laisser, après, si on doit démarrer, si c'est trop dru, il faut laisser 6 à 8 cm entre chaque racine. Pas plus. Parce que sinon, si le chicon est trop gros, plus gros, il ne va pas donner un plus beau chicon. Donc ça ne sert à rien de faire plus... Alors, on peut faire aussi dans des rouleaux de papier hygiénique. Ah, oui. Voilà. Bon, il faut faire attention parce que le carton, il se délite. Rouleaux de papier hygiénique qui n'ont pas servi. Ouais.
Pourquoi tu Non, le Bon, tube hein. te torches avec le papier, avec le Non. boulot T'as le Et cul en compote. Hein. ensuite, il existe dans des magasins bio, voilà, des petits outils où on met du papier journal, on tourne, on tasse, Ah oui. et on peut mettre, et ça, donc après, on met dans la terre, et comme ça, on n'utilise pas ça. Ah oui, avec du papier jaune. Il faut faire les On Ouais. peut mettre une graine par... C'est beaucoup de boulot, ça. Là. Mais même Ouais, ton, ouais. ton rouleau de papier, tu le claques. Et tu le claques comme ça te fait un carré. Et c'est bien. Ah, plutôt qu'un rond. Ah bon. Oui, il est rond. Et tu le plies, et tu le replies dans l'autre sens, et tu le remets comme il faut, ça te fait un carré. Voilà. Ouais. Donc, Pas dans tout ce le cas, monde, on fait une graine par... Une, Enfin, par, une, je sais pas, mais 2 ou 3, pas plus. Et en laisser qu'un après, parce que vous n'êtes jamais sûr qu'il va lever. c'est ça. C'est ça un peu le problème des chicons. Souvent, on a une ligne, on a un bout qu'il y en a beaucoup trop, et un bout qui n'y a rien du tout. On peut les repiquer, mais le résultat est un peu moindre. Tandis qu'avec le pot, on les placera vraiment à la distance qu'on veut les avoir. C'est ça l'avantage. Mais si vous devez faire une grande parcelle, commencez pas avec vos pots, vous allez avoir du travail. Mais pour un simple amateur qui a besoin... Et si vous voulez personnaliser aussi vos chicons, vos carottes, comme ça, par pot, un par un, vous donnez un nom à chacun. Suivi, vous avez le temps. Mais avant de dépoter, il faut laisser un peu la terre sécher, sinon... Ouais, Ah oui, pour tout, ça, toujours. ouais. Faut que ça ne s'éboule pas. Ouais. Voilà, ça c'est les 8 lofts. C'est ça l'avantage du Alors, hygiénique. les brocolis d'hiver. Donc dans la rubrique, dans le catalogue des brocolis d'hiver, il était marqué brocolis d'hiver blanc. Mais je ne savais pas qu'il existait des autres. Maintenant, il y en a un autre qui est rouge, je pense. Brocoli d'hiver violet ou bien je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Donc les brocolis d'hiver. Donc c'est ceux qu'on sème maintenant, pour le magasin de juin. S'il faut, on repique une fois entre deux pour mettre en place avant l'hiver. Au plus tard au mois d'octobre, planter en place. Et c'est pour manger au mois d'avril-mai. Avril, mai, juin. Donc pour avoir des énormes choux-fleurs. Mais c'est des brocolis. Alors la différence entre... c'est des cousins proches. Mais les brocolis sont beaucoup plus riches, beaucoup plus digestes que ce qu'on appelle les choux-fleurs. Tous les autres brocolis. Et ils contiennent des protéines. Donc c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus digeste. Alors selon les années, ça va de 1 kg à 10 kg. Donc on peut avoir, selon la rigueur de l'hiver. Mais ça peut passer l'hiver dehors, je vais dire sans protection, sans rien. Ça vaut vraiment la peine et c'est délicieux. C'est vraiment bon. À manger cru ou cuit, c'est vraiment bon. Cette année, je pense que ça a été moyen, 2-3 kilos. Je pense que les gens qui ont réussi, là, 2-3 kilos. Donc c'est maintenant qu'il faut les mettre. Les brocolis d'hiver. C'est brocoli Angers, ou bien Walkeren, ou bien, voilà. Alors, ouais. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Alors, ceux qui ont... donc les meilleurs résultats, c'est ceux qui sont enterrés. Enterrés, ça veut dire dans une tranchée. Donc faire une tranchée et repiquer dans le fond de la tranchée. Hein, les choux brocolis, sont mieux protégés l'hiver et tout, ça donne des bons résultats. Tout doucement, la tranchée va se remplir, va faire, mais j'aime bien, ils ne craignent pas l'humidité, ni rien. Donc pour les jardins, les endroits des jardins où ça reste très humide, là, qui sont embêtés, là c'est l'idéal. Hein, les brocolis d'hiver, ils aiment bien ça. Hein, oui. Oui, moi quand je repique les brocolis, ils montent tout de suite en fleurs. C'est pour quelle raison? Ah, parce que vous avez semé trop tôt, ou bien Voilà. pas à la bonne... Ah ouais. Donc ça, c'est les brocolis d'hiver, on ne peut pas semer avant, pas avant fin mai, début juin maintenant. Ouais. Mais pas plus tard non plus. Parce que si on met plus tard, il y a encore quelqu'un qui m'a raconté là qu'il y a le chou-fleur 2 ans après. Ah. Ouais. Ça, pas l'année qui suit. Pas mal. Ah, non. Mais il y avait un énorme, mais il y a eu des bons résultats. C'est cette année qu'il y a eu quelque chose qui avait mis il y a 2 ans, il y a eu cette année des beaux choux-fleurs. Alors, je dis, les brocolis et les choux-fleurs, c'est pas seulement la fleur qu'on peut manger. Les feuilles sont excellentes à manger. Elles sont comestibles, pas seulement comestibles, mais bonnes. Hein, parce qu'il y a des comestibles dégueulasses. Non, là, c'est vraiment... Ouais, non, c'est tendre, c'est bon, donc... Alors, il y a les brocolis âgés. Brocoli tige, brocoli âgé. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des brocolis qui poussent comme un petit arbuste.
et qui donne beaucoup de jets. On mange les jets, donc les jeunes tiges, et le petit chou-fleur, enfin le petit brocoli qui vient au bout. Et ça renouvelle sans arrêt. Donc, c'est à semer maintenant. Mais alors, il faut voir d'après le catalogue à quel moment. Parce qu'il y en a qui commencent qu'on peut manger à partir de Noël. Donc, c'est absolument résistant au gel. Hein. C'est costaud comme tout. Mais il y en a d'autres que c'est au mois de mai. Donc, on les sème maintenant. Mais c'est... Ah, ça vaut la peine. C'est une nourriture d'hiver et de printemps formidable et bonne. Donc, c'est les brocolis à G, on appelle brocolis verts. C'est de très, très anciens légumes. En provenance, la plupart, c'est en provenance d'Italie et tout ça. Mais voilà. Donc, il faut regarder dans le catalogue parce que c'est maintenant qu'on les sème, mais ça dépend pour quel moment. Voilà. Donc, il faut semer maintenant. Donc, on peut semer en pot, en bac, mais aussi, si vous avez de la place, c'est mieux directement le semis en pleine terre. Hein, et puis le piquer après. Les brocolis blancs d'hiver ne fonctionnent pas dans la serre, hein, où il faut aussi 2 ans. Ah, ouais, ouais. Donc on pourrait croire... c'est mieux, non, on aura une très belle verdure, la taille de la table ici, ils vont prendre toute votre serre, mais vous n'allez pas avoir de... Oui, j'ai déjà essayé aussi, ça va pas. Si vous avez des animaux ou vous avez besoin de verdure, de choux, là vous pouvez les mettre, mais il ne faut pas s'attendre à avoir votre chou la première année. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc les brocolis d'hiver, vous avez compris la différence, puis les brocolis âgés. Là, ouais. Brocolis âgés, ça c'est... Ils ont leur dose de froid, là. C'est ça. En serre, c'est... Sûrement. Oui, mais il n'y a pas seulement ça. C'est comme les courgettes. Il faut de l'air. Ça ne marche pas non plus, on serre. Hein. Pourtant, quand on regarde à Internet, ils sont tous dans des grands bazars en vitre, là. Oui, mais ils mettent peut-être de l'air pulsé. Ah ouais, ils contrôlent. Hein, c'est des trucs contrôlés pour l'air et tout. Constant. Parce que sinon, il vient... Moi, j'ai déjà essayé. La plante, elle vient formidable, mais il n'y a jamais de courgettes, il n'y a jamais de fleurs. C'est un peu comme les fraisiers. Hein. Oh, des fraisiers extraordinaires en feuilles, et il n'y a jamais de fruits. Hein, donc, ils ont besoin le froid, une dose de froid. Hein. Alors... Une question, est-ce qu'il faut enrichir la terre? Ah, ouais. Tous les choux, et les choux-fleurs, les brocolis, tout ça, aiment bien une terre fort riche. Ah ouais. Pas ennuyé par le papillon, là. Ah, il faut les protéger. Ah, ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Ils vont passer l'hiver, donc normalement, ils sont... Ah ouais. Ceux-là ne sont pas attaqués, mais les autres choux, en été, oui. Mais alors, planter des céleris verts entre chaque chou. Pas pour manger le céleri, mais pour son odeur, pour éloigner un petit peu. C'est jamais 100%. Hein. Mais tous les choux, les brocolis, tout ça, ouais. Et ils n'ont même pas peur un compost frais, du fumier, du truc. Ils ont, au-dessus, jamais enterré. Hein. Jamais enterré rien. Hein. Mais pas pour les choux de Bruxelles. Hein. Ah non, pas. Non, tous les choux, sauf les choux de Bruxelles, qui ont bien une bonne terre fertile, mais pas trop. Hein, pas trop azoté, sinon quand les petits choux de Bruxelles, ils éclatent tout de suite, ils s'ouvrent. Ils ne restent pas fermés. Donc, quand il y a trop d'azote, trop riche, et ils aiment bien un petit peu d'algues marines en poudrage. Tous les choux, tous les choux. Hein. Aiment bien un pH au-dessus de 7. Donc, nous, dans nos terres, c'est généralement entre 6 et 7. Donc, on peut corriger avec... ça ne fait jamais tort, en poudrant régulièrement avec un peu d'algues marines. Poudrer pas la terre, poudrer les feuilles, les feuilles, le chou lui-même. Hein, donc pour donner un peu de chou. Ah ouais. Ça fait... Ah ouais. Ça fait du bien. Ouais. Et en même temps, on lutte contre le papillon, la teigne, là, et les pucerons. Et les pucerons et les petits papillons blancs, là, qui fait le... Mais... Entre parenthèses, les petits papillons blancs, ils ont droit de vivre aussi. Hein. Donc, non, mais je dis, c'est toujours une question de limiter. Hein. Ça, c'est beau. Il faut toujours avertir. Hein. Au bio, il faut toujours avertir. Hein. Les cryocères et tous les bébêtes, là. Moi, avant de les aiguiller, je les avertis toujours. Hein. Je vais leur parler. Je dis, attention, limitez un petit peu, ça va. Dépasser les normes, là, ça, c'est la... Hein, déclarer la guerre, alors. Hein. Ouais, souvent, ça marche. Hein. Et les oiseaux, ils font le boulot. Hein. Non, mais souvent, il faut attirer au maximum les oiseaux. Ils bouffent bien, ils font quelques dégâts, quelquefois sur les fruits, mais ils vous débarrassent de tous les chenilles et de tous les bazars. Hein. Et même des pucerons. J'ai vu
j'étais assis là dans mon truc, et je voyais les oiseaux qui venaient bouffer sur les feuilles, les pucerons qui étaient sur les feuilles, le nettoyage des feuilles, les petits oiseaux, je sais même pas ce que c'est. J'étais content de voir ça tout près comme ça, ils n'avaient pas peur. Et donc, mais je ne pensais pas que les oiseaux venaient manger comme ça, débarrasser les pucerons, ils venaient manger, faire le ménage. Les moineaux aussi mangeaient. Oui, je pense que c'était des petits jeunes Mais moineaux. on n'a plus de moineaux presque. Alors, pommes de terre. Semi-urgent. Vous allez dire, enfin, c'est des plantations. Donc, c'est maintenant. Culture, ça s'appelle la culture michourinienne. Donc, Michourin, c'était un ingénieur agronome russe qui a mis cette méthode au point. Il a trouvé qu'en mettant dans les pays du Nord, plus tard, il fallait mettre les pommes de terre au mois de juin, pas avant, fin mai, mi-juin. Et c'était là qu'il y avait le moins de maladies. Il n'y avait plus de mildiou, qu'il y avait une production formidable, mais il fallait laisser jusqu'aux premières gelées. Donc, pas les tirer, les laisser, que les pommes de terre, la verdure tombait. Et chaque fois que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était juste avec les gens. Mais ça occupe beaucoup la terre. On est obligé de faire maintenant. Enfin, les laisser jusqu'au gelé, et souvent très tard. Alors, c'est difficile pour mettre autre chose. Mais il y a moyen, par exemple, avec les brocolis d'hiver, là, ou bien les brocolis âgés, ils sont en attente, ils sont là. Et donc, là, on peut aller avec les pommes de terre jusqu'au mois de fin octobre, novembre. Et à ce moment-là, on peut encore, on a la place pour repiquer les choux, par exemple. Donc, il faut combiner un truc comme ça. Donc, c'est pas tout à fait... Après les premières laitues aussi. Oui, voilà, trouvé, oui. Alors, j'ai besoin d'aide. J'ai des pommes de terre qui sont hautes comme ça, mais au pied, j'ai des fourmis. Des grosses fourmis rouges, des fourmilières. Mais ça fait rien, Elles vont pas manger mes pommes de Ah terre. non. Il n'y aura plus de pucerons. Non, au contraire, ils vont protéger, vous allez bien. Ah oui, fourmilière, ça n'a jamais gêné personne, jamais. Fourmilière, il ne faut pas aucun dégât aux plantes, non, jamais. Même quand vous avez une fourmilière, moi j'ai souvent dans d'autres dépôts, quand on a des grands pots, ils font leur fourmilière en dessous, quand c'est sec. J'ai jamais vu de dégâts, ça ne gêne pas que la plante, elle est belle. Il faut pas laisser s'asseoir le cul tout nu, là. C'est un autre problème, mais sinon, non. Et la deuxième question, je ne sais pas où trouver des pommes de terre gassorées. Ici, il y en a, quand les gens y en font, et là, maintenant, Les gassorées. Donc, celui Il n'y a pas personne qui peut m'aider pour ça. Celui qui a encore des pommes de terre, de trop, tout ça qui fait, peut... Donc, il y a encore temps. Les gens pensent que c'est fini, qu'ils ne peuvent plus, que c'est trop tard. Non. C'est pas trop tard. Essayez, vous allez voir, c'est pas mal. Et même, quelquefois, les pommes de terre peuvent rester en place, les pommes de terre tardives. S'ils sont suffisamment butés, ou bien à ce moment-là, vous allez les buter, encore plus, ils peuvent passer l'hiver en pleine terre, et les récolter à fur et à mesure, même au printemps, alors, débuter, et planter à fur et à mesure. Donc on n'est pas obligé, c'est le meilleur moyen de conserver bien les pommes de terre, tout frais, tout fait, donc c'est comme ça. On peut le laisser sur place. Je dis à tout hasard, on n'est pas obligé de tirer, de les rentrer et tout ça. C'est le frigo naturel des mulots. Ça, les conséquences, c'est autre chose, mais je veux dire, mais on peut, il n'y a pas de... Et les pommes de terre ne gèlent pas. S'il y a 10 cm de terre sur les pommes de terre, il n'y a pas de danger de gel. Les pommes de terre, d'ailleurs, qu'on a oubliées, qui sont... ils repartent... moi, cette année, des rangées entières que l'année passée, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis assez tard, j'ai oublié, j'ai fait... cette année, il y a des rangées entières de pommes de terre qui poussent. Là où j'avais prévu autre chose, tout à coup, c'est des lignes entières de patates qui poussent. Je vais les laisser quand même, je ne vais pas dire... voilà. En Angleterre, ils en mettent jusqu'au mois d'octobre pour faire des pommes de terre. Pour que justement ça passe l'hiver et que ça redémarre très tôt. Mais ça, j'ai déjà essayé pour l'avoir et j'ai pas plus tôt. J'ai trouvé que c'est pas plus tôt que celle que je mets au printemps. Ça dépend des années. Voilà. Bon, pommes de terre. C'est tout. Alors, si vous avez là les pommes de terre, déjà, si vous avez des... c'est le moment de buter au maximum et de mettre dessus un maximum de compost, ou si vous avez du fumier frais ou n'importe quoi, remplir les si vous en mettez 2 lignes ou 3 lignes, là, parce qu'il ne faut pas mettre des carrés, 2 lignes, mais remplir, buter comme il faut, et après remplir
de fumier ou de trucs. Hein. Ça maintient la fraîcheur, c'est bon. Et ce fumier servira, il va se décomposer, il va faire l'engrais pour après à la culture. Ça ne va pas profiter à la pomme de terre là, mais la pomme de terre est un légume très, comment je veux dire, gourmand, ouais, c'est ça. Hein. Il prend, il vide. Souvent, quand on met les poireaux après ou autre chose, il n'y a pas, la terre est... Alors là, il faut mettre le compost grossier, les fumiers, les trucs, tout ce qu'on veut recycler, là, le mettre là, ça va... ça va maintenir. Et c'est bon quand on tire les pommes de terre aussi, parce que quelquefois, quand on les tire, si c'est sec, c'est dur. Et là, c'est frais, c'est bon, ça reste c'est un bon système pour recycler et pour que la terre devienne fertile après. Ça peut être du fumier frais. Pardon? Ça peut être du fumier frais. Ah oui, ça peut être du fumier, justement, recycler le fumier frais, là. Mais il faut buter tout avant, et puis après remplir à côté, mettre tout plein de fumier frais. Ah oui, ça peut être du fumier. Alors, haricots aram. Quand est-ce qu'on met la pomme de terre? Semi-urgent. Pardon? Quand est-ce qu'on bute la pomme de terre? Pardon? Ben, quand elle a 25 cm. Ah, il faut plusieurs butages, hein. Ouais. Ah, il faudrait accompagner... le mieux, c'est accompagner à fur et à mesure que ça pousse. Ah ouais, et le plus haut possible, alors. C'est là que la production maximum, c'est au plus haut qu'on peut buter, au plus on aura des pommes de terre à l'intérieur. Ah ouais. J'ai vu quelqu'un qui met ses pommes de terre dans un sac de poubelle. Oui, c'est ça. Ouais. Pour éviter de devoir buter, parce que voilà, il est dans le sac, donc... Ça s'appelle les tours à patates. C'est pas... Ouais, mais c'est pas terrible, non. Ouais, non, c'est beaucoup de boulot et tout pour rien. Ouais, mais jusqu'à un certain point, ça remplace le butage et c'est assez haut, donc ça va faire une belle production, mais... Ouais, non. Enfin, ouais, ça peut aller, il faut... Mais si on a le temps, ouais. Mais franchement, je comprends pas, parce que moi, je les ai juste posées sur la terre, Ouais. recouvertes de paille, Ouais. et rien d'autre. Ouais, mais il faut accompagner Et le j'ai des pommes butage. de terre de 70 cm. Mais comme moi, Je les ai mises en novembre. Ouais, ah ouais, mais... J'ai mis un voile dessus. Beaucoup de calme ne veut pas dire beaucoup de patates. Si, ça marche. Ah, si on ne bute pas, non, sûrement pas. Si, de la paille. Ah, s'il n'y a pas de butage, il n'y a pas de pommes de terre à l'intérieur. Comment? J'ai beaucoup. C'est la paille qui remplace le butage, mais il faut mettre... Ouais, mais il faut mettre... mais il faut mettre une couche de paille de 30-40 cm. Bah, ici, j'essaye aussi. Et elles sont toutes propres. Ouais, mais il faut 30-40 cm de paille. Oui, ça. Ah, bah ouais, 40 cm. Ah, bah ouais. Bah, donc c'est le butage, ça remplace. Ah, bah ouais. Mais c'est là-dedans qu'il y a les pommes de terre. S'il n'y a pas de butage, il n'y a pas... Elles sont plus faciles à récolter. On écarte la paille et elles sont là. Ah ouais, c'est ça, ouais. Les nouvelles méthodes sont mieux, ouais. Juste dans la terre, 5 cm, enfin, juste que la pomme de terre effleure le sol, ou bien même sur le sol, et, ouais, c'est sûr, ouais. Mais il faut quelque chose qui... Il faut buter. Ouais. Soit avec de la terre, soit avec de la paille, soit avec n'importe quoi, mais il faut buter. Et ça doit être à l'obscurité pour que les pommes de terre ils se développent, sinon il n'y a pas de pommes de terre. Ouais. Alors, haricots aram. Donc, dernier délai, semi-urgent, mais il y a encore moyen. Première quinzaine de juin. Après plus, pour les haricots aram. Ah oui. Donc, haricots aram, haricots grimpants. Haricots grimpants. Donc, à l'origine, donc pour les haricots nains, ça, on peut encore continuer jusqu'au même première quinzaine de juillet. Les nains. Donc là, on peut encore continuer. Mais les meilleures récoltes, c'est maintenant. Donc, c'est première quinzaine de juin pour les haricots nains. Pour celui qui veut une forte récolte, par exemple pour congélateur, ou bien pour le mettre en conserve, je ne sais pas quoi, là, c'est maintenant. C'est maintenant que la terre est chaude, c'est maintenant que ça pousse le mieux, c'est maintenant que ça va donner le maximum de production. Toujours à condition, les haricots nains, de cueillir, pas trop tarder. Parce que si vous tardez trop à cueillir les haricots verts, à manger vert, ils arrêtent de faire des fleurs et ils arrêtent de faire des haricots. Au plus vous cueillez, au plus ça continue le machin, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais ça peut donner donc ça, il ne faut pas oublier. Donc c'est maintenant meilleur, si vous voulez, pour congeler, pour tout. Sinon, jusqu'en juillet. Donc, alors, haricots aram, qu'est-ce que j'avais à dire Ah oui, à l'origine, tous les haricots étaient aram, grimpants. Il n'existait pas d'haricots nains. C'est une création artificielle encore qu'on a faite. Je dis ça parce que cette année, avec le mauvais temps, pas assez de chaleur,
tous les haricots nains ont tendance à se comporter comme des haricots aram. Hein. Ils reviennent à l'origine, ils filent. Hein. Ça, c'est à cause du monde. Pour les haricots, c'est 25 degrés. En dessous de 15 degrés, ça ne va pas. J'ai encore lu cette semaine, en préparant le truc, comment les exigences, comment on... Donc, c'est une des plantes les plus exigeantes en chaleur. On est tellement habitués, mais maintenant, mais en dessous de 15 degrés, ça ne va pas. Les haricots ne se comportent pas bien, et même ils disparaissent, et s'ils ne disparaissent pas, après la récolte, c'est insignifiant. Donc, c'est 25 degrés, il faut savoir l'idéal. Et ça marche bien en serre. Surtout les haricots aram. Les haricots grimpants en serre, donc il faut mettre des perches, il faut mettre donc commercialement, j'ai vu qu'ils mettent maintenant des haricots aram pour vendre très cher dans les magasins. Et ça donne bien. Et même les haricots nains, moi je les mets souvent très tôt ou bien très tard, hein, pour avoir... ça donne encore des bons résultats. Il y a des choses que ça ne va pas, hein, qui poussent quelquefois tout, mais les haricots, ça va. Mais il ne faut pas le faire. Ils sont plus beaux et plus goûteux. En général, tout. Même les tomates, les haricots, sont plus goûteux, meilleur goût, plus goûteux dehors qu'à l'intérieur. La même variété de tomates, en serre ou bien dehors, il y a une différence de goût. Quand ça a poussé dehors, ça a meilleur goût qu'à l'intérieur, même dans les meilleures conditions. Et les haricots, c'est pareil. À la limite, je veux dire, ils ont moins de goût quand ils sont sous serre, hein, protégés, culture protégée, que dehors. Hein. Mais ça dépend. Il y a des gens, quand le goût est trop fort, trop prononcé, je veux dire, ils n'aiment pas, ils aiment mieux des goûts plus neutres. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne évolution. Moi, je trouve que les choses doivent avoir leur goût, leur bon goût, même leur fort goût. Sinon, c'est tout la même chose. N'importe quoi, c'est tout. Voilà. Mais ça, c'est mon idée, je veux dire, personnelle. Hein, mais voilà. Donc, éviter, parce qu'il y a une tendance à manger de plus en plus petit, de plus en plus... Il y avait une méthode, même, à un moment donné, on mangeait des poussins. Vous trouvez ça dégueulasse. Même dans les restaurants, tout à coup, il y avait la mode de manger des petits... C'était plus des petits poulets, c'était des poussins. Ah ouais, des poussins. Puis, ça n'a pas pris, heureusement. Mais les haricots verts, par exemple, ou des trucs, ou des tomates, on est parti dans les mini, et il y a des choses qui sont un peu aberrantes, quoi. Quelquefois, on a oublié le goût d'un... veut dire, on peut avoir les deux, mais on a oublié le goût d'un haricot. Il y a encore des haricots à l'ancienne, avec le haricot vert, mais déjà les haricots formés à l'intérieur, et qui n'ont pas de fil du tout, que ça a un goût formidable quand même. Mais maintenant, c'est au plus fin, au plus petit, au plus... Bon, ben, il y a une tendance là que... Enfin, moi, j'aime pas. Personnellement, je trouve que... Et même, je trouve que, comme pour les animaux et les plantes, ils doivent vivre leur vie aussi. Et je trouve que c'est un respect, c'est peut-être déplacé, c'est un peu... mais je trouve que c'est un respect que les choses vivent leur vie. Après qu'on les utilise, mais parce que ça devient un peu... Pour moi, dans l'idée, c'est vraiment exploiter la nature d'une façon aberrante. C'est pas laisser la chance à manger les animaux tout jeunes, tout le bazar. Ils doivent vivre leur vie et tout. C'est déjà pas mal qu'il faut, je veux dire, à la limite les tuer et encore de plus en plus. Et ça, c'est un bon signe. Je trouve que la consommation de viande est en train de baisser de façon formidable. Hein, les gens mangent de moins en moins de viande et ça, je trouve que c'est une bonne évolution, aussi bien pour la santé des gens que pour le bien-être des animaux, et que pour tout. On retrouve un peu de respect et toujours de... Ouais, voilà. Je trouve qu'on est bien parti là. Alors, mais... ouais. Haricot aram, est-ce qu'il y a... Non? Donc il y a encore de temps, là. On peut mélanger les différentes variétés sans... Il y a les violets qui viennent de rentrer. Là, mon fournisseur, il était un petit peu, je ne sais pas, il avait bu chemin. Ça fait une quinzaine de jours seulement que j'ai reçu les haricots violets, c'est-à-dire la cosse violette. Oui. Très ancienne variété, très bonne, très goûteuse, très bazar, qui résiste à tout, intempéries et tout. Je les ai reçus il y a une quinzaine de jours. Donc ils sont là, il n'y en a eu plus beaucoup. C'est pratique, on les repère. Hein? C'est pratique, on les repère quand on les doit... Ah ouais. Et ils deviennent verts à la cuisson et tout. Hein. Mais c'est bon, donc je veux dire, ça, il y a encore, ça suit sûr, pour ça vient d'entrer. Ouais. On peut mélanger les différentes variétés sans hybridation? Ah, bah ouais. Sans hybridation. Tout de suite en pleine terre ou d'abord à Bah, l'intérieur? maintenant, c'est urgent. Bah, je sais pas. À l'intérieur, ça va plus vite. Ouais.
Ouais, mais cultivez tout à l'intérieur. Non. Ah, tout. Ah non. Non, il faut Cultivez tout en serre, vous voulez dire. Non. les faire démarrer. Mettre en pot et après le piquer. Juste pour démarrer. C'est ce que j'ai fait. C'est mieux en pot, à mon avis. Ouais, ça va aller plus vite. Ouais, après, Et en plus, la météo, on ne sait pas. Il peut de refaire froid, ils vont pourrir, il faudra recommencer. Mais en pot dehors. Je Ou l'ai- en pot à l'intérieur. à l'intérieur. Ah non, à l'intérieur. Ouais. Et dès Ah, qu'ils bah, sont ouais. levés, ils peuvent aller dehors. Ah ouais, si c'est en pot dehors, ça ne vaut pas la peine, autant le faire Obligés d'être à la directement. chaleur, hein, du moment qu'ils sont sous abri. Sous abri. Ouais, sous abri pour être sûr qu'ils vont bien lever et tout ça, et pas laisser traîner. Hein. Vite, c'est tout. Il faut beaucoup de terre pour faire en pot. Hein? Moi, je les mets dans du papier. Des pots de terre, Ah ouais. de plantes vivaces, Ah ouais, moi, plus je grands que recycle. ça. Ça, c'est trop petit. Hein. Un peu plus grand que J'ai ça. entendu qu'on Bah, dit que même un pot comme ça, un haricot orteil de prêcheur, et le pot est trop petit pour mettre dedans. Hein. Quand ils gonflent, Ah ben écoute, Quand ils ah ben, C'est pas trompé, peut-être ça. ouais, ben, on ne saurait pas en mettre plus qu'un. Hein. Ah non, Vraiment. Ah, ouais, faut quand même la terre autour. mais orteil de prêcheur, il ne faut pas chercher après, il n'y en a plus. Moi, j'aime bien la on terre. a déjà cherché. Ouais. C'est trop tard. Alors, ce qui ressemble le plus, c'est Corona. Vous regardez dans le catalogue, haricot aram Corona. C'est pas aussi gros qu'orteil de prêcheur, mais presque. C'est pas, voilà. C'est une Ah, prêcheuse. baisse de tension. Gilbert, il y a une question. Ouais. aussi. Saint-Esprit Gilbert, une question. qui s'en Mais va. en fait, j'ai lu comme quoi que si on mettait l'haricot trempé 24 heures, ça ne posait pas de problème si le temps. Ouais, ou bien, Est-ce que c'est mieux, vrai ou plutôt pas que tremper, c'est congélateur. Mettre au congélateur. Au lieu de laisser tremper 24 Ah ouais, moi j'aime pas laisser tremper. C'est ouais, beaucoup ouais. plus Ça facile. c'est un boulot, il faut de l'eau tiède, il faut tout un brol. Mais, ah ouais, il risque de pourrir. Moi, Parce que même si vous avez mis comme ça et qu'après il fait humide et froid, il va pourrir. Mais pas dans le congélateur. 24 heures ou 48 heures, congélateur à moins 18. Ah là, il va lever tout de suite. Ah ouais, ça, ouais. Mais même 24 heures, ça fait du... Ah ouais, ça fait du... Ah ouais. Mais comme c'est quelque chose qui a besoin idéalement 25 degrés, donc dans une serre ou une véranda, faire lever, c'est l'idéal. Alors, toujours dans les... Ouais. Dans les urgences. Ouais. Les bâtons, on peut aller très haut ou bien on a intérêt à limiter. Ah non, le plus haut possible. Hein. C'est un manteau, hein. À demander ou bien il faut essayer de les limiter. Ah non. Il faut surtout pas essayer de les limiter. Au plus haut ils vont, au plus il y aura des haricots aram. Et même, ah ouais, il faut des perches de minimum 3 mètres, hein, 3 mètres, 4 mètres. Hein. Et après, même de là, ils vont retomber et tout. Et, ah non, ça vaut la peine de... maximum. Hein, ouais. Et faire des tipis plutôt que des rangées pour Ouais, la solidité. Ouais. Sinon, ils vont culbuter. Ouais, faire en tipi, hein, 3 ou 4, pas dérangés comme ça. Hein, parce que, d'ailleurs, avec les tempêtes qu'on a maintenant plusieurs fois par an, si on fait des trucs dérangés comme à l'ancienne, c'est parti. Hein. Donc il faut faire... Alors, on fait comme ça les tipis, parce qu'alors, l'air et la lumière circulent autour, et les plantes à côté ont de l'air et de la lumière. Donc le truc des tipis indiens est beaucoup mieux. Hein, ouais. Il y a une bonne petite vidéo sur le blog, hein, sur les haricots aram. Ah bon. Donc, madame, elle demande aussi... se met directement au bout. Ouais, mais vous demandez aussi comment faire alors quand vous faites en pot. Ben, vous plantez votre tipi, et alors il y a une inclinaison, et sous la pêche, vous plantez votre petit pot avec... À l'intérieur. À l'intérieur, donc ils à vont monter, ils vont... À l'intérieur, chercher les oui. fruits, ils vont monter. Ils vont monter, ils vont le joindre tout de suite en pêche. Ouais, donc la perche, elle est comme ça, elle va comme ça, et donc il faut le piquer à l'intérieur. Et donc, sitôt que ça lève, ça va toucher le truc, ça va grimper. Ouais, pas à l'extérieur, parce qu'alors il faudra buter pour que ça prend la rame. Et parfois, il y a intérêt de mettre une petite ficelle autour. Au départ. Parce qu'après, ils partent dans tous les sens parfois. Et donc là, tu mets 3-4 haricots dans... 5-6. 5-6. Pour les haricots aram, oui. Ah, ça dépend de la grosseur. Hein. Et il y en a toujours un ou deux qui ne va pas lever déjà, donc vous en avez déjà. Il y a un pot 2 fois comme ça, hein. Ça c'est trop petit. Ça c'est trop petit. Ah ouais. Un pot qu'on vend les plantes vivaces, ça c'est 10-12 cm. Le plus petit, ouais. Si vous avez plus grand, ça. Donc ça c'est urgent. Hein. Première quinzaine de juin. Hein. Après c'est trop tard pour les haricots. Alors, urgent aussi maintenant les courges. Donc il y a encore moyen de semer des courges. Avec le temps qu'on fait, il y a intérêt, la terre n'est pas encore bien réchauffée cette année, je dis pour les débutants, cette année c'est pas l'idéal. Hein.
il y a de quoi se décourager un petit peu, mais enfin, ça dépend pourquoi. Hein, mais pour tout ce qui a besoin de la chaleur, c'est un peu dur. Hein. Alors donc, les courges, il y a encore moyen. Donc, je dirais d'habitude, comme maintenant, directement en pleine terre, mais comme la terre est très humide, froid, il vaut mieux encore en pot, à l'intérieur, les faire lever. Donc, toutes les courgettes et tout ça, toute la famille, là. Hein, donc, il y a encore, mais c'est urgent. Hein. Donc, il y a encore moyen pour avoir à l'automne. Hein. Et pas repiquer à racines nues. Hein, ah non, surtout pas. Non, donc, avec la terre. Ah, ouais. Donc, 1 ou 2 graines par pot, gardez un pied. Gardez le plus beau. Et le sens de la graine? La même chose pour les concombres. Donc, il y a encore temps aussi pour les concombres et en pot à l'intérieur. À faire démarrer. Sinon, d'habitude, on pourrait faire en pleine terre, mais pas cette année, ça ne va pas. Alors, ah oui, ben voilà. Les urgences, c'est fini. Donc, je rappelle les urgences. Carottes, huitlof, brocolis d'hiver, brocolis âgés, pommes de terre, haricots à rame, courges et concombres. Si je peux encore intervenir. Il y a un aide-mémoire là-bas sur la table, mai-juin. Je ne sais pas si tout ça est là. Moi, tous les ans, je vois, je ne suis pas, donc peut-être que c'est un peu en retard, mais sûrement que c'est repris, là. Ouais, on le retrouve sur le blog aussi. Hein. Donc, quand vous mettez des haricots en pot, ne tassez pas votre terre et ne mouillez pas trop fort. Donc, il faut simplement que l'eau va monter jusqu'en haut quand vous mettez un pot avec des trous dans un plateau étanche. Vous remplissez de terreau. Vous mettez vos haricots, donc vous laissez 1 centimètre du bord le terreau. Vous mettez les haricots, vous remettez du terreau au-dessus jusqu'à la base. Oui, pas profond les haricots. Hein. Non, pas profond. Donc à la surface, vous laissez monter l'eau jusqu'en haut, on voit, ça devient foncé. Et après, vous enlevez l'eau qui est dans la soucoupe. Et vous laissez comme ça. Et il faut combien de temps? Et il ne faut pas damer. Une semaine. Oui, 1 semaine, ça va très vite. Il ne faut pas damer, parce que sinon le haricot va rester coincé, il va pourrir. Si vous laissez l'eau dans la soucoupe, il va être trop mouillé, il va pourrir. Donc, pas damer, rempli jusqu'à rabord, à la fin. Donc, au début, laissez 1 centimètre, mettre les haricots, rajouter le terreau, mettre de l'eau dans le fond, laisser monter l'eau, enlever l'eau et laisser comme ça. Et donc, dans le jardin, pour les haricots, c'est l'endroit, je veux dire, le plus sec. Enfin, il ne faut pas faire l'esprit sec, hein, je veux dire. Hein, mais là où il fait le plus sec et ensoleillé. Donc les haricots demandent... Et demandent une circulation d'air autour. Ouais. Beaucoup d'air, beaucoup de clarté. Et pas trop d'eau. Ça, on n'est pas maître de ça. Et donc, pas de rangées l'une à côté de l'autre de haricots, hein, par exemple. Donc, ils ont besoin beaucoup d'air autour. Donc, Et alors, c'est une plante formidable. Je veux dire, elle apporte plus d'engrais au sol, sur toutes les manières, plutôt que d'en prendre. Hein. Donc, c'est une plante qu'on peut mettre pour enrichir le sol. Hein. C'est une légumineuse. Hein. Donc, les haricots, c'est un des meilleurs engrais verts qu'il y a, hein, toute la famille des haricots. Et pas remettre tout ce qu'il y en a eu l'année d'avant. Non, et pas remettre à la même place. Parce que parfois, on pourrait dire, on va laisser les pêches et on va chaque année. Mais non, ça va pas. Non, parce qu'il y a... Donc, il y a des bactéries autour des racines des haricots. Il y a des bactéries qui font l'azote, qui font l'azote. Mais il y a quand ils sont là, il y a des autres bactéries qui viennent les bouffer, après un certain temps. Donc, si on remet à la même place, on remet là où il y a des bactéries bouffeuses. Donc, le haricot, il ne sait plus se nourrir lui-même, il ne sait plus faire ces bactéries qui nourrissent la plante, et alors là, c'est la dépression. Donc, en général, tous les légumineuses ne peuvent pas revenir à la même place. Il y a des choses qui peuvent revenir facilement à la même place, mais pas à la même place, ça veut dire un an, hein, un an après, sans problème, mais pas des haricots suite aux haricots. Mais une autre légumineuse, bien, hein, parce que c'est pas les mêmes bactéries. Hein. À chaque variété, je veux dire, les haricots, les petits pois, les fèves, c'est des bactéries différentes. Hein. Donc, ça peut... On peut mettre des pois après des haricots, alors. Pardon? On peut mettre des pois... voilà. Mais pas des haricots après des haricots. Okay. Pas des petits pois après des petits pois. Mais là... Et donc, dans les mélanges, on peut mélanger haricots à rame, mais on ne peut pas mettre des haricots nains avec des haricots à rame, c'est ça? Ah non. Ah non. Non, haricots nains avec haricots nains, haricots à rame à rame. Ah non.
Mais on peut mélanger les variétés de rames. Ouais, à l'intérieur d'une même variété. Ouais, haricots à rame, plusieurs variétés d'haricots à rame ensemble, et d'haricots d'un ensemble, mais pas les ah ben non, c'est deux modes différents de... Ouais, non. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé. Je remarque, parce que tu dis souvent qu'il n'y a pas de règle, en fait, des fois. Nous, on a vu un gars, ça fait 20 ans qu'il plante des haricots dans le même carré. Un an d'intervalle. Ouais, ça c'est possible. Oui, il met des produits avec il a certainement mis un autre légume entre deux. Moi, je connais quelqu'un aussi, mais lui, il a énormément de gravier dans son sol. Bon, est-ce que c'est ça qui joue? Je n'en sais rien. Ça draine. Mais c'est pour une affaire de bactéries qui empêchent c'est ça. Ouais. Non, mais... On peut mettre un autre légume au pied des haricots au même moment. Ah ouais, c'est un bon compagnon pour beaucoup d'autres légumes. Hein. Il fournit même de l'engrais aux autres légumes qui sont à côté. Hein. Ah ouais. À part les aliacées. Donc jamais, au niveau associatif, jamais mettre la famille de oignons, ail et échalotes avec des légumineuses. Ouais. Poireaux avec des... poireaux, pas tout à fait. Ouais, entre les deux, c'est pas tout à fait. Ouais. Chocolu, c'est... Là, c'est pas les mêmes trucs. Ouais. J'ai encore une autre question. Donc, quand on a récolté tous les haricots, est-ce qu'on peut employer les fans? Puisque vous dites que c'est un bon engrais vert. Est-ce qu'on pourrait le hacher et puis même pas le hacher, le laisser sur place, couper à ras, mais surtout pas déterrer. S'il y a moyen, pas déterrer. Pas enlever le truc. Couper à ras, parce qu'il y a les racines dedans avec tous les... Avec l'engrais, avec tous les usines à bactéries et tous les bazars. Donc, s'il y a moyen, pas tirer. Couper à ras et puis laisser sur place. Mais c'est valable pour tous les légumes. Hein. Couper, tirer et laisser sur place. Hein. Mais c'est mieux pas les tirer. Comme les épinards et tout. N'importe quoi, les engrais verts, pas les enlever. Les couper et puis laisser la verdure là. Et laisser les racines dans le sol. Oui. Comment ça se passe pour les haricots vivaces, style orthée de fraîcheur? J'ai vu que les miens, les racines étaient encore là, ça n'a pas redémarré, mais je devrais les déplacer ou je peux les laisser d'une année sur l'autre au même endroit? Ah non, il faut laisser sur place. Hein. Ah ouais, les vivaces, ouais. J'ai fait ça. Ouais. Ils n'ont pas encore redémarré les vôtres? Non. Non, moi non plus. Ils ont placé. Mais les racines, ils sont là ou bien? Les racines sont là, ils ne sont pas pourris, tout va bien. Mais ils ne sont pas redémarrés. Ah ben ça, le temps, je sais pas. Bah non, pour l'instant, il n'y a rien. Allez. Ouais, mais je vais pas arriver. Mais ça fait rien. C'est tous les dimanches, ça peut. Alors, un truc qu'on en parle beaucoup maintenant, les kales. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que c'est que les kales. J'ai dû faire des recherches très approfondies. Parce que je ne suis pas très fort en américanisme, là, les kales. Bon. Ben, les kales, en français, c'est les choux non paumés. Les choux non paumés d'hiver. Voilà. Maintenant, on veut toujours remplacer par des mots américains et anglais. Je trouve que ce n'est pas une bonne orientation. Gardons nos mots picards et français, on a déjà assez de misère comme ça. Donc, mais lesquels alors, vous en avez trouvé, là, les gens qui cherchent lesquels. Ça s'appelle Kales. Je ne sais pas où ils en ont parlé. Ils vont trouver ça dans les choux. Les choux non paumés d'hiver. Ouais, là-dedans, il y a des frisés, il y a des pas frisés, il y a toute une série de toutes sortes d'affaires. Mais ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que c'est un légume d'hiver incroyable. Donc ça ne gèle absolument pas. Mais c'est des vieux légumes. Il y en a beaucoup. La plupart viennent de Sibérie, de Russie. Donc résistants jusqu'au moins 30, jusqu'au moins 40. Et donc qui poussent en plein hiver. Et donc c'est des choux à couper. Donc à couper, je veux dire. Il ne faut pas couper comme ça, à prélever les feuilles et tout ça. Hein? Quand on dit à couper, jamais couper, toujours laisser le cœur. On prélève les plus grandes feuilles, tout ça, pour que ça continue de pousser, pour que ça ne monte pas en graines. Mais il y a un choix formidable. Et on a des magnifiques. Il y a par exemple le noir de Toscane. Oh, c'est une plante, il faut mettre comme... Il y a là-dedans des plantes de décoration. Des choux palmiers, aussi c'est là-dedans. Donc, il y en a des petits, donc 30-40 cm, mais il y en a qui vont jusqu'à 2 mètres. Hein, donc, il y a tous les sortes, chacun va trouver son bonheur là-dedans. Donc, c'est des choux à prélever les feuilles, donc en plein hiver et printemps. Donc, vraiment, c'est bon, ça vaut la peine. Et quand ça devient vraiment bon, c'est quand ça a gelé. Donc, moyen, c'est le froid, le gel qui les rend tendres. Sinon, avant, on mettait ça
pour les animaux, pour l'hiver, hein, les gros choux frisés, là, les bazars, mais on trouvait que c'était dur, les coriaces, ben non. Quand ça a bien gelé, après ça a bien tendre et tout. Et puis il y en a de toutes les sortes, de tous les goûts là-dedans, et de toutes les couleurs, et tout. Donc je recommande vraiment, c'est quelque chose à recommander. Mais s'il vous plaît, appelez pas ça lesquels, là, ça c'est... Oui, ma femme a acheté dans une brocante, dans un bazar, un pull ici. C'est pour ça que j'ai dû mettre un rond ici, parce que derrière, il a été marqué, c'était une publicité pour l'armée américaine. Et ma femme m'a acheté comme ça un pull de publicité de l'armée américaine. J'ai été obligé de lui donner une paire de baffes. Hein, après, je me suis enfui. Hein, je ne peux pas faire rapide, mais voilà. Non, c'est pour ça que j'ai marqué, c'est pas pour faire bazar, c'est pour masquer le bazar. Bon. Les choux paumés, c'est ce qu'on appelle en flamand les boerenkool. Oui. C'est ça? Ignace, spécialiste flamand. Oui, c'est ça. Oui, j'entends le bien la quai, télé. c'est même que le boerenkool. Allez, c'est une sorte. Hein? C'est ça? Oui. Boerenkool, c'est chou des paysans, ça. Les fermiers. Les fermiers, ah ouais. C'est bien pour celui qui a des bêtes à des bêtes. Je pense que c'est parce qu'à l'époque, ça se mettait pour la nourriture des animaux. Bah oui, l'hiver, la nourriture des animaux, ouais. C'était très joli, c'est très beau. Des choux palmiers, là, c'est beau. Et tout. Mais donc, de plus en plus pour la nourriture humaine. Et c'est très riche. Pour la santé, c'est une nourriture très, très riche. Très bonne. Mais il faut trouver la préparation, quoi. Hein, ça a l'air comme ça, à première vue, comme ça, pas bon, mais il faut trouver les préparations. C'est ça, ouais. Beaucoup de légumes ont été oubliés, jetés oubliés parce que ça demandait une préparation. Et les gens n'ont plus le temps. Hein, si tout le monde travaille, maintenant les gens ont de plus en plus de temps, hein, mais ils n'ont pas d'argent pour l'acheter. Donc, le pané. Donc, je parle des légumes qu'il faut maintenant... des légumes un peu. Ouais, ça, le pané aussi, ça vaut la peine. Hein. Là, ça revient fort à... Mais c'est peut-être l'ancêtre de la carotte, mais c'est pas sûr. Donc, ça fait une racine blanche, grise, assez farineuse et sucrée. Donc, c'est très bon. Pour le potage, pour la soupe, ça donne un goût formidable. En légumes, moi j'adore ça. Le goût, j'aime pas beaucoup les carottes, mais ça, le pané, j'aime bien, c'est farineux, sucré. Donc, mais tous les goûts sont comme ça, il faut... Mais alors, le pané ne gèle absolument pas. Donc, mais il faut le semer, c'est maintenant aussi. Hein. Je ne l'ai pas mis dans les urgences, mais ça devrait être mis dans les urgences. C'est maintenant le meilleur moment, première quinzaine de juin, donc pour avoir tout l'hiver et au printemps. Ah, donc ça ne gèle absolument pas, hein. Ça résiste à tout. Il faut beaucoup plus de place que pour la carotte. Hein. Entre chaque pané, il faut minimum une vingtaine de centimètres. Hein. Ça fait une grosse racine et un grand feuillage et tout ça. Voilà. Donc le pané. On met une graine tous les 20 cm ou on fait comme les carottes? Oui, mais ça prend plus de place. Ouais. Et ça va pas bien. Ça peut se faire, ça peut se piquer à racine nue, mais il vaut mieux pas. Ouais, il vaut mieux pas. Mais ça, mais c'est mieux que les carottes, même si on repique à racine nue. Par exemple, si on repique à racine nue une variété demi-longue ou bien longue, on va avoir une boule. Au lieu d'avoir un truc... mais ça va quand même. Mais il vaut mieux directement en pleine terre ou bien... Mais on sème en ligne. volée comme ça, en ligne. Oui, en ligne, pas à la volée. Hein. Enfin, pas à la volée, mais... Ouais. En ligne, et beaucoup plus espacé que pour le... Mais enfin, pas trop espacé parce que il y a beaucoup de graines qui sont pas... Ouais, qui viennent pas bien. Là. Ouais, il paraît que les graines, ça se garde pas. Non. Ah non. Oui, mais il faut le dire. Parce que celle d'il y a 3 ans... Ah, quelquefois, si. Moi, j'en ai déjà semé des vieilles, ça allait. Mais enfin, il ne faut pas tabler là-dessus. C'est les graines fraîches. Mais ici, ça tourne, c'est les graines fraîches. Mais c'est même pas... Je pense que mon fournisseur, j'ai jamais reçu... non, hein, je pense que... Il y en a, hein, mais la variété la plus courante, là, je pense qu'on l'a pas eu. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est un mystère. J'ai mon fournisseur principal, c'est toujours un mystère. Je ne sais pas pourquoi il est marchand de semences, d'ailleurs, parce que c'est un... Chaque fois que tu téléphones et que tu te demandes quelque chose, il dit que tu l'embêtes, que tu lui fais perdre son temps, qu'il ne sait pas travailler à son boulot. C'est un curieux. Mais c'est là qu'il y a la plus belle gamme, la moins chère, je veux dire, des variétés ordinaires et courantes. Mais
je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ce métier-là. Il est cru. Chaque fois que, quelquefois, il faut téléphoner, on ne le soit pas. Il dit, vous me faites perdre mon temps, encore. En plus, vous téléphonez, en plus, je ne sais pas avancer à mon boulot. Mais c'est quelqu'un qui ne veut sûrement pas. C'est un petit, je veux dire, un petit artisan, c'est bien, moi je fais beaucoup d'argent, mais qui ne veut pas embaucher du personnel, il veut tout. Il n'en sort pas. Et c'est malheureux. On a même proposé d'aller l'aider. Il a dit surtout pas. Ah ouais, mais ça a été mieux depuis. Depuis quelqu'un d'autre que nous a téléphoné en disant, c'était une espèce de provocation, là, en disant, on va vous venir aider gratuitement. Mais on l'aurait fait, pour avoir nos semences. Mais il est sûrement tellement... il n'a pas voulu qu'on voit son organisation tellement bien. C'est un curieux personnage. Alors, on est parti le persil tubéreux, ou persil à racines. Là, on n'a pas du tout l'habitude, alors que dans les pays de l'Est, ou en Allemagne, partout, on cultive ça beaucoup, et avec raison. Donc, on ne cultive pas ce persil pour le feuillage, parce que le feuillage est légèrement toxique. Je dis légèrement, on pourrait le dire, mais il faut savoir, il provoque des allergies, donc le feuillage. Mais la racine est vraiment sucrée, délicieuse et très bonne. Donc, le persil à racine, à cultiver exactement comme on cultive les carottes. Donc, ça vaut la peine. Vraiment, c'est bon. Beaucoup, en Allemagne, en Hongrie, dans les pays de l'Est, on cultive beaucoup de persil avec raison. Et il est très costaud. Jusque maintenant, rien, il résiste à tout, pas de maladie, rien du tout. Donc, voilà. Alors, ça va? Alors, on est parti. Semis du mois. Ça veut dire semis qu'on peut faire à l'aise, qu'on a le temps. Donc, ça, on n'est plus dans les urgences, dans les bazars, voilà. Semis du mois. Donc, on peut semer dans les mois qui viennent. Et surtout, en tout cas ce mois-ci, mais aussi dans les mois qui viennent. Les chicorées. Tous les chicorées. La famille des chicorées. Ça veut dire endives frisées, les scaroles. Il n'y a que maintenant, d'ailleurs. Pas avant. Avant, c'est un risque. Parce que s'il fait un petit peu froid ou un petit peu, c'est pas trop humide ou trop sec, ça monte en graines tout de suite. Mais normalement, à partir de maintenant. À partir de maintenant, normalement, parce qu'ils ont annoncé des températures... On en a un peu mieux et tout, donc normalement, maintenant ça devrait aller, sans problème. Donc tous les chicorées, donc là-dedans il y a endives, les scaroles, toutes les variétés, mais aussi alors il y a les chicorées sauvages, qui résistent à tout, qui connaissent pas de maladie, c'est formidable, genre pain sucre, les chioggia, faut regarder, là, ça vaut la peine, c'est vraiment, donc tous les chicorées, les chicorées. Les betteraves potagères, je dis potagères parce qu'il y en a de toutes les couleurs, des rouges, des blanches, et des rouges et blanches. Les chioggia, par exemple, c'est magnifique. Pour mettre dans les salades, des betteraves potagères pour mettre dans les salades, c'est des ronds blancs, des ronds rouges. Et ils sont bons comme ça, même crus ou râpés. Il y en a qui sont bons crus ou râpés, il y en a qui sont moins bons crus ou râpés. Mais donc, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, des ronds, des longues, des bazars. Donc, betteraves potagères. C'est ça. Pas trop cuit. Si les betteraves potagères sont trop cuites, ils sont cancérigènes. Alors que crues ou à peine cuites, c'est bon pour la santé. Donc le même légume peut être très bon pour la santé. Donc quand c'est cru, c'est anti-cancer. Et quand c'est trop cuit, c'est cancérigène. Voilà les betteraves potagères. Donc autant le savoir. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun choisit ses maladies. Voilà, comme ça, on s'en a le choix. Donc, les betteraves potagères. Les radis été, automne. Donc, continuez. Radis été, automne. Et bientôt, les radis d'hiver. Mais ça, c'est pour le mois prochain. Je vais en parler après. Mais maintenant, les radis été, automne. Faut pas lâcher. Les radis, c'est un légume formidable qui vient vite. Et aussi, on a de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de tous les bazars. Et donc, en plein été... Donc le problème, c'est que les radis n'aiment pas trop la chaleur, les fortes chaleurs, au-dessus de 20 degrés, ils aiment mieux. Donc il faut choisir un endroit, mais ils ne savent pas pousser à mi-ombre non plus. Donc ils ont besoin d'un endroit bien clair, mais humide, qui reste toujours humide. Parce que c'est ça qui, si c'est pas humide, ils viennent pas bien, ils creusent, ils montent en graines, ou bien ils sont immangeables, alors, tellement ils sont... Comment je dis piquant. Donc il faut un endroit bien éclairé, mais un endroit qui reste toujours humide, tout le temps de la culture. Voilà.
Mais on pourrait aussi reprendre, comme cette année, à cause du temps, on pourrait reprendre les radis hâtifs. On peut faire, ils viennent plus vite, mais ils sont plus petits. Donc les variétés de radis hâtifs, ça peut aller aussi, hein, ils sont plus petits. Mais dans les radis d'été, vraiment, il y en a des beaux, des grands, des très, très agréables. Des blancs, des rouges, vraiment très goûteux, très bons. Alors, les poirées. Poirées, l'autre nom, c'est bête ou blette. Donc, il y a plusieurs noms. Donc, dans le catalogue, c'est à poirée que vous allez les trouver. C'est le nom qu'on donne le plus courant maintenant dans le catalogue partout, c'est poirées. Donc, bête, blette, les poirées. Donc, à partir maintenant, il y en a toutes sortes. Ce que je recommande, moi, principalement, c'est les poirées à couper. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Hein, vraiment. Vous pouvez avoir ça toute l'année. Ça ne gèle pas. Donc, les poirées à couper. Mais même les autres, difficiles, il faut déjà des hivers très, très rigoureux. Donc, les grandes poirées à quart de blanche ou à quart de verte. Alors, si vous voulez en même temps des décorations dans votre jardin, des plantes ornementales, là, il y en a des jaunes, des rouges. Oh, il y en a de très belles, vraiment comme... je veux dire, on ne les mangerait pas tellement que c'est beau. Et avec raison, on ne les mange pas tellement que c'est beau parce qu'ils sont moins bonnes que les autres. Au niveau pour manger, ils sont moins bonnes que les cartes blanches ou que les vertes. Ah, les rouges et les jaunes ont pas un goût un peu fort, comme une betterave pour les animaux. Là. Ils ont un goût de betterave très prononcé. Hein, bon. Et les poirées à couper, là, qu'on garde toute l'année, quand ça monte en graines, on coupe... Ah non, il faut laisser monter en graines. Et ça se ressème tout seul et ça repart. Ah, ouais, une fois qu'on en a, c'est un de ces trucs formidables en permaculture qui n'a rien à faire, qu'il faut laisser grainer. Ouais. C'est toi, putain. Ouais, laisse-le. Ça va, il n'y a toujours pas de... Non, ça va, ouais, ça va. Alors, les haricots nains mangent tout, je parlais là, donc jusqu'en juillet, hein, les haricots nains mangent tout, quoi. Continuez à faire. Il ne faut pas se décourager, parce que les premiers semis, moi, toutes les premières caisses que j'ai faites là, 7-8 caisses, rien. Il n'y en a pas un qui a levé, d'autres qui ont levé et poussé, rien du tout. J'ai dû tout recommencer. C'est jamais arrivé, donc c'était à l'intérieur, hein, des caisses en godet, rien. Et j'avais même peur, parce qu'il y avait des nouvelles variétés qu'on avait achetées, des trucs très recommandables, et là, pas un qui sort. Je dis, oh là, les graines, on a payé très cher pour les... Mais ici, là, tout il lève maintenant, que j'ai fait il y a une semaine, là, tout y est là. J'en peux pas, je dis, c'est quoi là pour des trucs très chers. Les miennes, ils sont levés, en tout cas. Ouais. Il y en a qui ont levé, il y en a qui n'ont pas levé. Ouais, ça c'est le temps, vraiment, c'est pas... Ils sont passés au congélateur avant? Oui. Ah, ouais, 24 heures au congélateur, ça les fait démarrer 2-3 fois plus vite. Hein. Enfin, germer 2-3 fois plus vite. Donc, ils n'ont pas le temps de pourrir. Je veux dire, même dans des mauvaises conditions, ils ont toutes les chances de pousser avant de pourrir. Hein, ouais. Même quand c'est mauvais. Hein, ouais. Quelle est la bestiole qui mange les haricots nains du haut jusqu'à 1 cm au-dessus de la terre? Pour les humains, sûrement. C'est la bestiole la plus dangereuse pour les haricots. Hein. La limace. Mais les limaces, ouais. Elle mange tout. Ouais, les limaces, sûrement. Je pense, je sais pas. Mais je ne sais pas, parce qu'elles me les ont mangées en ordre. Mais c'est des limaces bien organisées. Hein. Ça peut être un mulot aussi, ou un lapin. Les lapins. Ouais. Les lapins, ils mangent comme ça, du haut jusqu'au bas. Ouais. Les lapins, ils mangent comme ça à partir du haut jusqu'au bas. Ouais. Si vous avez un lapin. Pas un lièvre. Hein. Les lièvres ne mangent que des plantes sauvages, des légumes, ou des légumes sauvages, les lièvres. Ouais. Mais les lapins, bien, ils bouffent tout. Ouais. Mais je crois que j'en ai déjà mis. Après, tu manges les lapins, les petits pois, les carottes. Oui, c'est ça. Alors, haricots nains mangent tout. Haricots nains mangent tout. Hein. Oui. Pour les autres haricots, il est trop tard. Hein. Je pense, enfin. Non, pas les prêcheurs. Non, ce haram, parce qu'il résiste bien au froid et tout. Les autres, j'ai mis mange tout. On peut essayer, mais je veux dire, les haricots à manger sec, là, c'est déjà un peu tard. Mais enfin, voilà. Ça dépend où on habite aussi, ça dépend. Mais... Alors, les laitues. Alors, pour les laitues, les laitues ne résistent pas au-dessus de 20 degrés. Donc, c'est un légume de jours courts, normalement, et
pas de froid, mais de trucs modérés. Au-dessus de 20, même les graines ont beaucoup de misère à germer, même au-dessus de 20, mais la plante aussi. Donc il faut trouver un endroit mi-ombre, qui a quand même suffisamment de lumière, mais mi-ombre et humide, hein, pour qu'il ne monte pas en graines. Hein. Donc tout l'été, pour avoir tout l'été et l'automne. Hein, ouais. Sinon, dans le catalogue, il était marqué que la laitue en vie, j'ai raté, résiste bien à la chaleur. La laitue en vie. Ah ouais, mais résiste mieux à la chaleur. Il y en a qui résistent mieux les unes que les autres. Il y en a qui ne résistent pas du tout. Mais si vous habitez par ici, il n'y a pas eu de chaleur. Hein, c'est pas la chaleur. Les limaces. Il ne faut pas les semer à l'ombre. Oui, et il y a des laitues qui ne sont pas attaquées du tout par les limaces. Ça, c'est curieux. Et d'autres qui sont bouffées tout de suite. Hein. Ah ouais, ça c'est... Les rouges foncés sont beaucoup moins, je trouve, moins attaqués. Les rouges. Les rouges. Ils ont une pigmentation rouge. Il faut pas cher avec ça. Il y a des laitues à couper d'un rouge incroyable. On a encore vu chez Annie, hier, on a été là. Des laitues à couper d'un rouge profond, extraordinaire. Dans les laitues à couper, c'est celle qui... C'est dans les laitues à couper qu'il faut le chercher, même pour l'ornementation. Hein. Celui qui veut. C'est là-dedans qu'on trouve le plus de couleurs, le plus de trucs et le plus de saveurs différentes et le plus... Ah ouais, ça vaut la peine. Et c'est les plus résistantes à tout. Aussi bien au froid qu'au chaud. Mais ils sont tous différents, donc il y en a plus ou moins aussi. Il faut trouver celle qui résiste mieux, tout. Hein, ouais, ça. Et il faut essayer, encore une fois, dans votre jardin. Hein, lesquels vont bien, lesquels vont pas bien. Hein, ça. Mais les laitues, il y a une grande différence. Hein, il faut essayer pour voir. Hein. Vous avez souvent dit qu'il fallait mélanger les graines. Ah ouais. Après, on sait ce que je fais. Pour connaître les variétés. Ouais, ben au début, pour le connaître, on met à part ouais. C'est vrai. Tant que je ne connais pas, je les mets à part pour voir ce que c'est, pour les connaître après. Et après, une fois qu'on le connaît, après, on sait de le connaître plus ou moins. Ouais. Et moi, je ne mélange pas les graines, mais je sème dans 5-6 différents pots. Et après, vous notez à côté d'un des pieds. Ah ouais, il faut repiquer, mélanger. Ah oui. Pour savoir repérer les variétés. Ah ouais. Mais sinon, moi, quand je ne connais pas, je mets à part pour voir comment... C'est comme ça qu'on vend beaucoup de graines. Hein. Il n'y a pas... Non? Non, pas de question là-dessus, les laitues. Les choux de Chine, aussi à partir de maintenant. On pouvait faire avant, mais là, donc, chaud et humide. Donc ça, c'est chaud et humide. Donc c'est contraire aux laitues qui ont besoin de froid. Là, et dans une serre, par exemple, ça devient magnifique. Donc tous les gens de choux de Chine deviennent formidables. Donc dans les choux de Chine, il y a de tout. Hein. Il y a des choux paumés, il y a des pak choy, là, un peu comme des poirées, il y a des chrysanthèmes. Des chrysanthèmes comestibles, hein, des vrais chrysanthèmes, mais qu'on peut bouffer. Enfin, il y a une gamme assez large. Cette année, Annie, notre bibliothécaire, là, elle a été au Japon l'année passée, elle m'a ramené des graines, mais je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est tout en japonais, là, le paquet, il n'y a rien, il y a juste la photo, j'ai semé, tout, il lève bien, donc je vais vous dire après ce que c'est qu'il lève, donc dans le genre chou de Chine. Donc il y a toutes les propriétés du chou, tout ce qu'on appelle chou de Chine, mais avec des goûts plus doux, même un peu sucrés. Hein, donc alors il y en a un qui est formidable, je trouve, vraiment qui a l'unanimité, celui qui l'a mis, c'est le Mizuna. Ça ressemble à nos chicorées endives frisées, comme ça. Ça résiste à tout, au chaud, au froid, en plein hiver et tout. C'est vraiment en salade et tout, ça a un goût formidable. Donc tous ceux qui l'ont mis, ils l'ont, je veux dire, adopté. Ils ont dit que ça, c'est un vrai progrès, là, Mizuna. Mais on a des autres aussi, hein. Il y a un peu de tout, là. Hein? Le pourpre est très bien. Le fait qu'on puisse le manger en hiver, c'est parce qu'il résiste au gel. Ah oui, c'est comme la salade de blé. Et après, il monte. Hein. Une fois que les jours deviennent meilleurs, il monte en graines. Oui, il faut semer à plusieurs moments. On peut manger les petites fleurs, à la limite. Il faut goûter, si c'est goûteux ou pas. Mais... Ah oui. Ça ne sera pas mauvais. Non, ça ne sait pas être mauvais. Donc tous les choux de Chine, donc c'est à partir de maintenant, mais ce n'est pas urgent. Hein. Donc ils ont besoin de chaud, hein, chaleur et humidité. Donc si on les met trop tôt et qu'il fait froid, qu'ils en abandonnent, ils montent en graines trop vite. Hein.
Sinon, ça peut faire des beaux. Ah, des belles boules. Des belles boules, hein, très, très agréables à manger, surtout cru, hein, surtout cru. Hein. Et quoi encore, il y a peut-être des spéciaux que je... Non. Enfin, il y a un peu de toutes sortes. Non. Alors, le fenouil, à partir de maintenant aussi, hein, parce que c'est aussi hein, chaud et humide, hein, fenouil chaud et humide. Et il n'aime pas du tout le repiquage, à sec. Donc c'est, même en godet, ça ne va pas bien non plus. Ouais, moi j'ai fait ça en godet. Je réussis jamais plus en mettant godet. Donc, ce qui va bien, c'est directement en ligne. Je sais pas, donc même en godet, j'ai essayé, ça fait plusieurs années, et ça va pas, même à l'intérieur, en godet, dans des bonnes conditions. T'as déjà réussi dans le godet, non? Oui, en godet à l'intérieur? J'ai pas pu. Comment ça se fait, mais j'arrive plus à réussir ça. Mais en plein terre, ça va. Et donc ça, c'est, il y a 4 goûts. C'est un légume à découvrir, parce qu'il y a 4 goûts différents. On peut manger la racine, qui a un goût de salsifis, de scorsonelle. Et puis alors on mange la boule. Donc ça fait une boule, qui a un goût particulier, légèrement anisé. Légèrement, c'est tout à fait. Puis il y a le feuillage, très très anisé. Donc en Italie, on utilise beaucoup le feuillage, par exemple pour le mettre sur les pâtes. Et puis il y a les graines, qui sont un aromate vraiment très bon. Donc, et c'est 4 légumes en un, avec des goûts différents. Mais c'est pas facile. Je dis, il faut chaleur et humidité. Et donc, mais ça marche. Mais sinon, ça marche. Ouais, ça va. L'association, le fenouil, j'ai entendu que c'était compliqué. On ne peut pas mettre ça à côté de n'importe quoi. Ouais, ils disent ça, ouais. Que ça gêne beaucoup dans le truc. Ouais. Mettre à côté quelque chose. Mais moi, j'ai pas remarqué ça aussi. Ouais, ils disent c'est un mauvais compagnon pour les autres. Mais moi, j'ai pas remarqué. J'ai pas fait attention et j'ai pas remarqué. Et ils ont dit. Alors, il existe le fenouil. Chacun de personne devrait s'en priver. C'est le fenouil vivace. Le fenouil vivace qui vient. Donc ici, c'est l'annuel, hein, le feuillu. Mais le feuille, qu'on utilise seulement le feuillage ou les graines. Ça vaut la peine. Dans tous les jardins, il devrait avoir ça. Donc c'est une plante qui monte à 2 mètres de haut, 2,50 m, un feuillage magnifique, décoratif, mais aussi un goût. Le feuillage, un goût anisé, comme ça, pour les gens qui aiment bien le goût anisé. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le goût anisé. Là. Et donc ça, il devrait avoir dans tout. Même si on ne l'utilise pas, je veux dire, c'est une plante magnifique, c'est beau. Hein. Ça attire des papillons. Ah oui, aussi, mais c'est beau. Donc le fenouil vivace, voilà. Ça, c'est à partir de graines. Je pense qu'il y en a encore, là, des graines de fenouil vivace. Il y a plusieurs sortes, hein, il y a plusieurs variétés de fenouil vivace. Alors, les navets, on arrive au bout. Ça va être tout juste. Allez, à partir de maintenant, pas le semis principal, hein, mais les navets pour avoir comme ça une plante. C'est un légume très très riche, très enrichissant, hein, pour faire des cures comment on appelle ça? Tonifiant. Hein? Tonifié, ouais, des cures quand on sent un peu faible, un peu machin, là. Cru, bien sûr, hein. Pas cuit, donc les navets, on peut manger cuit et tout ça, mais je veux dire, pour le taper, ça doit manger cru comme ça, ou bien râpé, ou bien tout ça. Il y a toutes sortes de navets aussi, hein. Il y a toutes sortes de variétés et toutes sortes de goûts. Donc là, il faut choisir, il faut voir lequel ça va. Alors, questions-réponses. Encore, voilà, elle avance 5 minutes, donc on a encore 7 ou 8 minutes pour questions-réponses. Moi, je suis arrivé au bout, là. Ouais. Alors, j'ai planté j'ai fait pousser des graines d'asperges, ça a donné là. Il ne faut pas couper la première année, donc j'ai pas coupé. Les 3 premières années. Oui. 3 années. Ouais. Mais du coup, ma plante, elle s'est cassée. Ma tige, elle était trop grosse. Alors il faut buter. Ah ouais, il faut buter. On peut buter ou même prendre un petit grillage. Marie Washington. Les Marie Washington, c'est des vertes, il ne faut pas les buter. Là, c'est rare parce que c'est costaud. Il faut déjà beaucoup pour casser. C'est de la verte? Oui, Marie Washington, c'est la verte. Ouais. Et toi, c'est quoi? La blanche? La genteuil? Mais les 3 premières années, il ne faut pas toucher. Hein. Il ne faut pas couper après. À partir de la 4e année, 5e année, et puis c'est parti pour 30 ans. En bio, au moins 30 ans. Hein. Une aspergeur. Ça vaut la peine, hein, parce que c'est un des meilleurs légumes au monde. Quand on l'a frais dans son jardin, c'est quelque chose de délicieux.
pour faire des soupes ou pour faire en légumes. Ah, ouais. Oh, c'est unique, vraiment, ça vaut la peine, hein, vraiment. Mais c'est très, très difficile, à adapter, je veux dire, dans son jardin. Il faut trouver l'endroit, à partir de griffes qu'on achète. Moi, j'ai jamais réussi. On achète des griffes, on met, et puis il disparaît, on a un sur 10 qui le prend, mais à partir de semences, ça marche bien. Mais donc, on perd un an ou deux, je veux dire, mais on pense qu'on va gagner en achetant des griffes, et c'est pas vrai parce que ça ne marche pas. Mais par semence, bien. Donc on fait par semence dans des godets au départ parce qu'il faut un an, je veux dire, pour avoir un petit peu comme ça. Après, dès que la deuxième année, qu'on le met dans le jardin sans dépoter, à un endroit, et là on a beaucoup de chance que ça va marcher, que ça va partir. Et ça vaut la peine d'essayer, quand même. Chaque jardinier a une ligne dans son jardin, parce qu'une fois que ça produit, ça produit. Hein. Et au plus gros que ça vient, au meilleur que c'est, contrairement à ce qu'on pense. C'est les plus petites qui sont très fibreuses. Après, j'en ai dans mon jardin, à certains endroits, des trucs incroyables. Mais il faut laisser 70 cm d'écart. Oh, moi, je les laisse faire comme ils veulent. Ici, 70 cm, ça n'existe pas. C'est au centimètre près. Non, mais après ça s'élargit. Après, la plantation devient de plus en plus large. Mais tant mieux, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est là qu'on peut aussi, ça demande une terre très riche. Hein. Et une terre très riche, et après, là où il y a les asperges, il faut mettre du compost, du fumier, une fois. Et donc, on peut manger depuis un mois, là, on est là depuis le début. Fin juin. Hein? Jusque mi-juin, fin juin, ça dépend des temps, ça dépend. Ouais. Mais après, il faut arrêter, parce qu'il faut laisser la plante pousser, verdir, parce que sinon, il n'y a plus rien. Hein. Si on continue. Mais ça vaut la peine, quand même, de faire. Il faut un peu de patience. Mais on sait que tout le jardinier bio a beaucoup de patience, il n'y a pas de problème. Et même celui qui n'a pas de patience doit faire du jardinage bio pour acquérir un peu de patience. Il ne sait pas, il a beau être impatient, et les légumes, aller gueuler tous les jours sur ces légumes, ils ne vont pas pousser plus vite. Hein. Les caresser. Ou bien les caresser, parce que, parler tout doucement comme il faut, là, un petit peu de chance que ça va marcher. Mais... Est-ce qu'il y a encore des questions? Là, Juste une chose, c'est pas une question, il y a une pétition sur Internet jusqu'à demain urgente contre Monsantos. Ça passe demain en renouvellement à la Commission européenne. Et il y aura un écran géant qui montre le nombre de personnes qui ont signé la pétition en direct. Donc c'est très important, c'est jusqu'à demain. C'est pour l'autorisation du glyphosate. Voilà. Et c'est sur qui est quoi? redemandé. Il faut aller voir ça sur quoi? Sur Internet, vous tapez pétition Monsantos, ça Ah oui, va voilà. tout de suite. Pétition Monsantos. Oui. On parlait des graines d'haricots tout à l'heure avec le congélateur. Est-ce qu'il y en est de même pour les courges? Ah ouais, tous les semences. Oui, moi aussi, tous les semences, 24 heures ou 48 heures, congélateur. Ah ouais, dans leur sachet tel quel, comme ça, ouais. Ça les fait... Ça les fait germer 2-3 fois plus vite. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Oui, encore quelqu'un. Les bois de senteur, on peut encore en planter, en semer maintenant? Ça, c'est un peu tard. Hein. C'est trop tard, ouais. C'est mieux avant l'hiver, juste avant l'hiver. Ça dépend. Il y a des vivaces, c'est au annuel. printemps. Mais les vivaces, je ne conseille pas parce qu'on sait plus s'en défaire, ils sentent pas bon, déjà. Il n'y a qu'une seule couleur. Ça, je ne conseille pas parce qu'après, on ne sait plus s'en défaire. Mais c'est pas comestible, hein. C'est pas comestible. Non, mais je dis, hein, c'est beau, hein, moi. Mais je veux dire, c'est pas... Hein, pour les dire, c'est légumineuse et tout. Ou au printemps. Et aussi, on peut les semer en godet au printemps et les repiquer après. Mais j'ai lu qu'en automne, c'était mieux, non? C'est pas, non? Et s'ils ne sont pas mangés par les limaces, c'est ça le problème en automne. L'idéal, ce serait en automne. Oui? Comme un légume oublié, le topinambou. Oui. Ça pousse. Oui, alors? Comment on fait? Comment on démarre? On plante au printemps. On essaie. Il y a eu des tubercules tout plein, des gens ont ramené, là maintenant il n'y en a plus. Mais ça démarre seulement maintenant. Hein. Maintenant ils sont comme ça. Oui, enfin depuis. Pardon? Ça pousse partout. Ça pousse partout. Et ça mange aussi toutes les réserves de... Non. Comme les pommes de terre? Non, on peut planter ça même dans les terres pauvres et tout, ça donne bien. Mais il y a intérêt comme aussi à... Alors, pour limiter les dégâts, si vous avez beaucoup de mulots, de campagnols et tout, c'est ça qu'il faut mettre pour les attirer. Hein. Mais elle écoute plus. Non, elle écoute plus. Elle écoute plus, tant pis.
Tant pis. Tant pis. Donc ça, les Antilles, c'est ça qu'ils aiment le mieux, hein, parce que ça contient de l'inuline. Hein, et donc, un truc proche de l'insuline. Donc, c'est pour ça qu'ils attaquent aussi les artichauts, les cardons, certaines plantes qui contiennent de l'inuline, de l'insuline. Donc, c'est des plantes... On les place par rapport au reste des plantes. On les met à côté des autres plantes ou on les éloigne ouais, parce que ça vient haut, grand, et ça fait beaucoup d'ombre pour les autres plantes. Hein. Donc, il vaut mieux les mettre dans un endroit à part. Ouais. Et au nord, nord-est, nord-ouest, par exemple, là où il n'y a pas de lumière. Mais là, c'est une plante qu'il faut mettre. C'est bon aussi, les topinambours. Mais je veux dire, même si on ne mange pas, s'il y a des mulots, des compagnons et tout ça, et plutôt qu'ils vont laisser tranquilles les autres légumes, ils vont les attaquer, les topinambours. Et le fait qu'il y a concentration de bouffe pour les oiseaux de proie, pour les chats, pour les machins, alors il y a plus de chances qu'eux, ils vont établir l'équilibre. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ou un renard dans le coin, qui sait que là, il y a tout plein à bouffer, des compagnons, voilà, c'est ça. Par contre, s'il y a les diabétiques, c'est très bon, le topinambour. C'est ça. Oui, ça contient de l'inuline, proche de l'insuline. Il faut les manger très frais. Hein. Ah oui, il faut les alors, laver. topinambour, on peut les manger aussi râpés, crus. Ah ouais. Ah ouais, il paraît que c'est bon. Moi, je n'ai pas encore mangé, mais râpés, crus. Mais si on les cuit, ça ne peut pas cuire longtemps. Hein. Non, c'est goût, là. Voilà. Mais ça a le goût d'artichaut. Ouais, c'est pas mauvais. Il est l'heure. Hein. Elle avance 5 minutes, donc il est toujours. Merci. C'est quoi?